Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon, réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et pour ce nouvel épisode de Zone Grise, le format du Collimateur consacré aux questions de renseignement, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau, alors ça c'était pas en personne, ça fait extrêmement longtemps, Damien Van Puvel, ça devait être en 2020 je pense, associé de professeur à l'Université de Leyde, chercheur associé à l'IRSEM aussi, spécialiste du renseignement et auteur de DGSE, une brève histoire du renseignement français, paru il y a quelques semaines chez Nouveau Monde Édition. Bonjour, bienvenue à nouveau dans le Collimateur. Bonjour Alexandre. Alors je veux dire, c'est un livre extrêmement intéressant, très dense, ce qui n'est pas un euphémisme pour dire qu'il est difficile à lire, parce que c'est pas le cas, c'est pas vrai. Mais il est relativement court et il est pourtant très riche sur l'histoire et sur les fonctions de la DGSE. Alors, c'est pas comme les grandes monographies faites plus ou moins sur commande des services, comme ça existe beaucoup désormais aussi pour plein de régiments, etc. Souvent c'est très exhaustif parce que c'est largement fait pour ceux qui ont travaillé, qui veulent chacun retrouver leur période, etc. Ça se fait vraiment de plus en plus. Là c'est vraiment un livre pour le grand public, qui est accessible au grand public, pour comprendre ce que c'est que la DGSE, d'où elle vient et aussi comment elle marche au quotidien. Ce qui est particulièrement utile à déplier, parce que, évidemment, comme c'est souvent le cas sur les questions de renseignement, il y a parfois un certain halo de secret, voire de mystère sur ces structures qui captivent beaucoup, mais qu'on connaît parfois de manière, disons, allusive, voire par la culture populaire. Et on aura l'occasion, je pense, de parler du Bureau des légendes, qui joue un rôle réel dans la dynamique actuelle du service, de la boîte, comme on l'appelle parfois. Mais j'aurais aimé commencer peut-être par quelque chose de vraiment très simple, parce que c'est pas le seul service de renseignement français, et d'ailleurs c'est aussi et surtout très naturellement un enjeu de pouvoir, de savoir qui fait quoi dans le renseignement français. Donc peut-être vous pourriez nous dire aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que la DGSE, qu'est-ce qu'elle fait, et aussi comment est-ce qu'elle s'insère, disons, dans l'écosystème du renseignement français. Donc la DGSE, déjà, c'est la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, ça veut dire que c'est le service de renseignement extérieur de la France. Il faut le dire, ça paraît basique, mais il faut le dire. Donc ça veut dire qu'ils ne font pas d'opérations sur le territoire français. C'est un des services français, un des principaux services français, sans doute avec la DGSI, les deux grands services extérieurs et intérieurs de renseignement français. C'est un service du premier cercle. Ça veut dire que c'est un service, un des services les plus importants. Donc il y a aussi la DRSD, donc la Direction du renseignement et de sécurité et de défense. La DNRED, Tracfin, voilà, d'habitude à travers 3 ministères. On a la DGSE, la DRM aussi, il ne faut pas que je l'oublie. Donc la direction du renseignement militaire. La DRSD qui font partie du ministère des Armées. On a la DGSI au ministère de l'Intérieur et Tracfin et la DNRED, Direction nationale du renseignement douanier, il me semble. Peut-être que j'oublie un mot là. Qui font partie du coup... Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières. Et des enquêtes douanières, voilà. Et pour Tracfin, qui fait partie du ministère de l'économie et des finances. Donc ça fait le premier cercle de la communauté française du renseignement. On parle d'un second cercle avec d'autres services, des sous-directions. Alors je passe un peu les détails ici. Et on a un organisme maintenant depuis le milieu des années 2010 qui chapeaute l'entièreté de la communauté française du renseignement, qui est la Coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, la CNRLT, qui existe depuis un petit temps, mais qui a été renommée en CNRLT. Avant ça, c'était juste la coordination ou le coordinateur national du renseignement, qui n'est pas une agence de renseignement en soi, c'est juste un organe de coordination. Donc ça, c'est un peu les grandes agences et les grands acteurs de ce monde du renseignement en France. Au sein de cette communauté, la DGSE est sans doute une des agences avec le plus grand budget, avec le plus de moyens. Donc c'est 7000 personnes, plus de 7000 personnes qui travaillent à la DGSE, un budget d'environ 1 milliard d'euros. C'est comparable au service extérieur allemand, le BND, qui est aussi dans les environs du milliard. C'est pas facilement comparable aux Britanniques. Mais qui ouais. Comme dans beaucoup de choses pour tout ce qui est militaire et allemand, est en train de recevoir une perfusion considérable d'argent et du coup risque de grossir beaucoup et d'avoir des capacités qui divergent, comme dans beaucoup de choses, des capacités françaises, parce que les Allemands sont en train de redimensionner très rapidement leur renseignement. Oui, mais ils se posent des questions de réforme aussi, et ils ont été très timides, en fait, on peut dire, dans le renseignement en Allemagne pendant très longtemps, pour des bonnes raisons, sans doute. Ils ont un passé compliqué avec un rapport
du public au service de renseignement qui est un peu différent évidemment de celui qu'on a en France. Et donc, il se pose la question de la réforme. Donc, une chose, c'est de recevoir plus de moyens. Une autre chose, c'est de savoir que faire et comment bien faire avec ces moyens. Pour en revenir à la DGSE, donc c'est un service... non, je vous ai interrompu, mais vous disiez que c'est difficilement comparable avec ce qui se fait en Grande-Bretagne. Oui, avec la Grande-Bretagne, où on a un budget pour l'entièreté de la communauté qui est sans doute aux environs de 3 milliards. La DGSE est un service intégré qui fait tout. Et j'expliquerai ça dans une minute. Au Royaume-Uni, par exemple, on a le GCHQ, donc Government Communication Headquarters, qui fait le renseignement d'origine électromagnétique, ou SIGINT, ou ROM, pour utiliser l'acronyme français, et le SIS, ou le MI6, qui fait le renseignement humain. La DGSE fait les deux dans un seul service. C'est pour ça qu'on dit, c'est une des raisons pour lesquelles qu'on dit que c'est une agence intégrée, et ça la distingue un peu. Donc quand on compare, on ne peut pas comparer d'agence à agence si on utilise le cas de la Grande-Bretagne, par exemple. Mais donc ça sont un peu les deux communautés qui sont, disons, au même niveau peut-être, ou qui sont les grandes puissances du renseignement en Europe, ou qui pourraient être présentées comme les grandes puissances du renseignement en Europe. Et donc où là, la comparaison peut être plus facile. Après, il y a plein d'autres services importants, évidemment, en Europe, mais qui sont moins bien financés, pardon, qui ont des ambitions qui sont peut-être pas au même niveau, des ambitions politiques, et donc des demandes qui sont faites aux services qui sont pas au même niveau, et qui se permettent pas, pour certains services en Europe, de jouer dans l'entièreté du spectre du renseignement. C'est aussi pour ça qu'on dit que la DGSE est intégrée, parce qu'elle fait de la recherche de renseignement ou du recueil de la collecte de renseignements, elle fait de l'analyse à sa propre façon, elle fait aussi de l'action clandestine, et de l'action clandestine, y compris du haut du spectre, c'est-à-dire des sabotages et, comme on le voit discuter publiquement de temps en temps aussi, des opérations homicides ou des opérations d'assassinat. Juste, on va faire une parenthèse tout de suite parce que c'est important pour se déterminer d'où vous parlez. Bon, on en reparlera peut-être après, mais la DGSE a un problème assez historique quand on compare aux Américains, aux Israéliens, sur son image publique, sur sa capacité à communiquer, sur sa relation avec le public. Alors, on considère ou pas que c'est un problème, d'ailleurs. Je pense que la plupart des gens à la DGSE diraient que c'est très bien comme ça, mais ça pose la question quand même des accès qui vous sont donnés. Donc, vous êtes universitaire, je l'ai dit, il y a beaucoup de bouquins de journalistes sur la DGSE, sur des affaires particulières, il y a des médias qui sont spécialisés là-dedans, notamment Intelligence Online, avec qui on fait de temps en temps des émissions. Bon, il y a un rapport, disons, d'enquête sur la DGSE du monde journalistique, aussi toute la galaxie des anciens, bref. Vous, en tant qu'universitaire, c'était quoi vos accès, c'était quoi votre data, disons, pour faire un bouquin comme ça sur la DGSE ? Voilà, si vous me permettez, même avant de parler de l'accès aux sources pour cet ouvrage sur la DGSE, moi je suis un académique, comme vous le dites, je ne suis pas un journaliste, donc je ne suis pas en train d'essayer de découvrir des secrets ou même les anecdotes croustillantes. Il y en a peut-être une ou deux dans le livre si vous voulez balancer des anecdotes croustillantes, je vous en empêcherai pas. Mais c'est pas mon but primaire, disons. J'ai pas envie de faire vendre le livre à travers des anecdotes ou des secrets que je vais dévoiler. Je suis pas un journaliste. Je suis même pas protégé de la même manière qu'un journaliste si je voulais le faire. Et puis c'est pas vraiment mon but. Je suis pas non plus un officier de renseignement. J'ai jamais été un officier de renseignement, donc je suis pas un praticien. Je suis un académique qui développe donc des connaissances, des savoirs académiques, universitaires sur le renseignement, sur l'entièreté des pratiques de renseignement, avec ici un livre plus spécialisé sur la DGSE. Donc c'est une approche différente. Ce qui m'intéresse avec ce livre, c'est d'établir un socle de connaissances de base en fait sur la DGSE, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'ouvrages qui essayent de le faire de cette manière-là. Comme vous l'avez dit, on a des ouvrages plutôt journalistiques qui vont avoir plein d'anecdotes, plein de matériaux empiriques aussi dans des mémoires d'anciens de la DGSE, qui sont plus ou moins bien reçus par la communauté elle-même et par le grand public. Donc c'est dans un style différent ce qu'on a qui est écrit sur la DGSE. Et là, je veux offrir un socle de connaissances de base, quitte à me faire critiquer d'ailleurs dans une optique académique de bonne critique pour qu'on puisse tous en apprendre plus sur ce service. Au niveau de l'accès aux sources, j'ai accès à des documents d'archives qui sont publics. Je ne les utilise pas énormément. Il y a quelques boîtes à Pierrefitte dans les archives nationales dans lesquelles on peut retrouver des documents sur la DGSE, dont une sur les activités de la DGSE portant sur le Rwanda entre 92 et 94,
qui est devenu disponible à cause d'une décision du président d'établir une commission d'enquête sur le rôle de la France, le génocide au Rwanda, etc. Donc c'est assez parcellaire, impressionniste en fait, quand on essaie de retrouver des documents de base. Il y a d'autres documents qui sont devenus accessibles ou d'autres opérations de la DGSE sur lesquelles on a des informations parce que d'autres services ont eu des fuites. Par exemple, les fuites Snowden ont rendu public des slides du service de renseignement canadien avec une évaluation d'une attaque cyber qui est attribuée avec un certain degré de certitude à la DGSE. Donc il y a des bribes à gauche, à droite, qu'on peut retrouver, que ce soit dans les archives ou en ligne. Il y a beaucoup de témoignages d'anciens directeurs généraux aussi. Il y a beaucoup, plus que ce que je pensais, dans les auditions parlementaires, en fait. Un des matériaux principaux, et ça se retrouve à la fin du livre dans mes notes de bas de page, pour les curieux, on retrouve pas mal d'auditions parlementaires et de documents qui viennent de l'Assemblée nationale, en fait. Et puis, j'ai tergiversé. J'ai passé quelques années à travailler sur ce livre. Alors, pas à temps plein, évidemment. Et j'ai beaucoup tergiversé dans la première année et demie, je dirais. Je voulais de toute façon déjà faire mon boulot en source ouverte, voir qu'est-ce qui est disponible. Si oui ou non, je devais contacter la DGSE. Et puis, je me suis dit quand même que c'était un peu trop bête d'écrire un livre sur la DGSE sans les contacter. Et j'ai fait une demande d'accès à des archives. Alors, un des problèmes pour moi, pour faire une demande d'accès aux archives à la DGSE, c'est déjà comment ça se fait, de 1. Et puis, de 2, qu'est-ce qu'on demande ? Parce que qu'est-ce qui est probable, si on pose une question, qu'on fait une demande qui est beaucoup trop large, c'est pas possible en fait matériellement pour eux de le faire, et même au niveau de la sécurité de l'information et de leur sensibilité. Comme tous les historiens le savent, le cœur du pouvoir d'une salle d'archives est dans l'inventaire. Et dans la manière d'inventorier, de détailler ou pas l'inventaire et de classer ou pas les documents. Et si vous inventoriez bien, de manière très détaillée, les gens peuvent très facilement actionner. Quand on doit faire des demandes comme ça, c'est pas forcément aussi bien inventorié. Il n'y a pas forcément de description de ce qu'il y a dans les cartons pour plein de raisons, parce que l'inventaire est a priori plus public que l'intérieur des cartons. Et donc, enfin, je veux dire, tous ceux qui ont fait ne serait-ce qu'un mémoire d'histoire le savent, c'est la qualité du catalogue est absolument déterminant pour être capable d'actionner ces archives. Il n'y a pas de catalogue avec la DGSE. Donc, on travaille avec un catalogue. Il faut se l'imaginer, ce catalogue. Donc, si j'écris avec une demande sur... Je m'imagine que la DGSE a travaillé sur la Syrie dans les années 2010, évidemment. Qu'est-ce que je demande ? Comment être précis ? Comment pouvoir aider les archivistes qui vont être à l'autre bout de la demande, si elle arrive jusqu'eux déjà, ou elle, comment est-ce que je vais pouvoir les aider à naviguer les archives avec un catalogue qui n'existe pas ? Et je ne sais même pas s'il existe de manière exhaustive au sein du service, d'ailleurs. J'ose espérer, disons. J'ose espérer, puisqu'un service de renseignement, c'est aussi un fonds d'archives qui leur donne une profondeur dans le temps sur leurs sources, sur leur manière de travailler, et l'histoire propre du service en interne est ou devrait être importante. Donc c'était très compliqué. Au final, 2 bribes qui m'ont un peu orienté dans le mémoire du directeur général Claude Silberzahn, qui était directeur général de 89 au début des années 90 pour quelques années, qui est connu comme un des grands réformateurs de la DGSE. Il parle d'un retexte, d'un retour d'expérience et il présente ça même comme un succès de la DGSE sur l'anticipation de la première guerre du Golfe. Et donc, je me suis dit, testons le préfet Silberzahn, voyons voir si le document existe vraiment. Et donc, j'ai fait une demande sur ce document-là. Et puis, quitte à pousser la comparaison, je me suis dit, allez, demandons-leur des documents sur leur évaluation de la présence ou non d'armes de destruction massive en Irak en fin 2002, début 2003, quand il y a eu toute la controverse, puisque c'est très bien documenté dans la littérature anglophone, avec un vrai retour d'expérience, des commissions d'enquête qui ont été faites aux États-Unis, en Grande-Bretagne, sur l'erreur énorme qu'ils ont faite à l'époque, et que dans la parole de certains anciens du service, qui est publique dans des livres, ils ont tendance à considérer que c'est un des grands succès de la DGSE. Donc j'ai fait une demande générale, mais cadrée au niveau du temps sur quelle était cette évaluation. Au bout de 2 ans, j'ai eu accès à une petite dizaine de documents qui n'ont pas révolutionné ma manière de penser à la DGSE. Et il faut être honnête, c'est une toute petite partie
du livre, l'usage de ces sources-là, mais ça m'a permis aussi de tester leur ouverture et de tester les problèmes de l'accès aux archives. Et c'est même pas une critique, je comprends évidemment pourquoi est-ce que l'accès à leurs archives est compliqué, mais au moins de développer cette relation. Ce qui est important de souligner aussi, c'est que rien ne m'a été demandé en retour. Donc il n'y a pas eu une demande de droit de regard sur ce que j'écris. Il n'y a pas eu une demande... évidemment, j'ai eu accès aux documents sous contrôle. Ils n'ont pas ouvert Et j'étais même pas dans une salle d'archives, en fait. Ils n'ont pas ouvert leurs archives pour que je puisse faire ce que je veux dedans. Donc c'est sous contrôle quand je consulte les documents. Mais il n'y a aucune demande qui vient après sur comment est-ce que j'utilise les matériaux. Par courtoisie, je leur ai envoyé une copie du livre. Mais il n'y a pas eu de demande de contrôle, en tout cas. Alors, puisqu'on parle des archives, ça nous amène donc dans l'histoire longue de la DGSE. Donc, la DGSE elle-même n'est pas très ancienne, mais évidemment, elle se nourrit, elle prend ses racines dans toute une relation de la France au renseignement qui est pas... Enfin, bon, ça, on peut remonter à plein d'endroits différents pour remonter, par exemple... Non, mais parlons juste une seconde du 19e, parce que vous dites c'est là où il y a quand même l'apparition de quelque chose qui commence à devenir un peu fonctionnellement opérant, mais alors plutôt en se concentrant sur le territoire lui-même, avec une section il y a la Sûreté Générale qui est créée en 1853, il y a le deuxième bureau, donc le deuxième bureau étant traditionnellement celui du renseignement, au sein de l'état-major en 1874, mais un truc assez intéressant que je n'avais pas conscience, c'est qu'en 1886, on criminalise l'espionnage. C'est donc interdit d'espionner. Donc, en fait, la France se tourne vers le contre-espionnage. Toutes les capacités, en quelque sorte, qui ont été plus ou moins développées depuis une trentaine d'années, en fait, c'est essentiellement vers le contre-espionnage et beaucoup, alors signalons-le aussi, la grande caractéristique, c'est que c'est des militaires qui le font à l'époque, qui orientent, disons, cette première mouture de ce qui ressemblerait à un service de renseignement moderne pour la France. Oui, on peut même dézoomer et dire qu'il y a un mouvement d'institutionnalisation des pratiques de renseignement qui existe depuis très longtemps, à la fin du 19e siècle, dans beaucoup de grandes démocraties ou de démocraties émergentes même, on pourrait dire, pour certaines d'entre elles. Par exemple, on voit le même mouvement aux États-Unis, en partie au Royaume-Uni aussi. L'institutionnalisation ou la proto-institutionnalisation du renseignement se passe à la fin du 19e siècle, surtout, comme vous le disiez, autour des états-majors. Et en fait, c'est la naissance des états-majors aussi au niveau militaire à la fin du 19e siècle, où on essaie de bureaucratiser le rapport à l'information. Il commence à y avoir de plus en plus d'informations et en même temps aussi les menaces d'espionnage qui commencent à remonter à la surface. Et donc, dans ce cas-ci, ce sont des militaires qui sont aussi en charge de contre-espionnage. Donc, pour moi, c'est ça plutôt qui est intéressant à la fin du 19e, c'est une proto-institutionnalisation qui est encore principalement autour du fait militaire, en fait. On ne parle pas encore facilement et les démocraties peinent à institutionnaliser le renseignement en dehors de la guerre, en dehors de ce que la guerre permet. Dans l'histoire du renseignement américain, pour le coup, moins sur l'histoire du renseignement français, on lit ça parfois à une sorte de préjudice ou une sorte de pureté des Américains qui trouvent que le renseignement, c'est sale, en fait, et qu'il n'y a pas la noblesse du soldat. C'est pas la même chose. De nos jours, on pense plutôt pourtant qu'il y a peut-être pour certains pays une certaine noblesse dans le renseignement, mais je pense qu'à l'époque, c'est différent. Donc il y a un peu un positionnement éthique ou moral quasiment que espionner, c'est tricher, c'est mentir, manipuler, et donc c'est pas propre éthiquement. Bon, pour ceux que ça intéresse, je peux rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, donc en début d'année, on a fait toute une émission avec Raphaël Rameau sur la longue histoire des organismes de renseignement américains et dans laquelle on plonge tout à fait. Mais bon, globalement, donc c'est cette grande institution que sont les deuxièmes bureaux, c'est encore aujourd'hui les deuxièmes bureaux, ça reste toujours ça dans les états-majors, c'est toujours le renseignement, qui prennent de l'importance évidemment à la faveur de la Première Guerre. Je vais aller vite, parce que c'est pas le cœur de l'ouvrage, mais bon, à la faveur de la Première Guerre mondiale, pendant l'entre-deux-guerres, etc. Ce qui est fascinant, c'est que c'est vraiment les militaires qui gardent la main dessus, et donc, par exemple, pendant l'entre-deux-guerres, vous écrivez que un des problèmes, c'est qu'il n'y a pas de coordination particulière avec la politique extérieure de la France, avec le ministère des Affaires étrangères, qui pourtant pourrait sans doute utiliser de manière relativement intéressante ces renseignements dans la perspective d'une action extérieure, mais on touche à quelque chose qui est apparent un peu partout dans le livre, c'est cette difficulté à
qui parfois est une préférence aussi, mais de ne pas influer sur forcément la décision politique, c'est-à-dire le deuxième bureau, le renseignement fait des trucs de renseignement, le garde dans la perspective d'être actionnable directement par la puissance militaire, mais pas comme un souci d'infuser, d'informer, d'influer sur la décision politique, plutôt comme un truc à part pour les militaires, en tout cas à l'époque. Exactement, et le renseignement est gardé à distance, et c'est le cas pendant très longtemps en fait. En tout cas, c'est l'impression que ça donne quand on retrace l'histoire du renseignement français à travers le XXe siècle, même en entier. Ça change un peu du coup avec dans les années 80, etc. On aura le temps d'en reparler un peu plus tard. Mais en effet, il y a une distance assez forte avec la prise de décision politique, et ça reste un outil principalement militaire à l'époque. Et le point tournant, c'est vraiment la Seconde Guerre mondiale. Et je pense que c'est donc déjà avec la Première et la Seconde Guerre mondiale sont vraiment des catalystes où il y a plein de nouvelles pratiques de renseignement qui viennent se développer. Il y a un besoin plus fort d'institutionnalisation parce qu'en gros, il y a trop de données. C'est quasiment un problème de big data à leur époque. Mais bon, le big data pendant la Première Guerre mondiale, c'est pas la même chose au niveau du nombre de données évidemment que de nos jours, mais ils ont déjà des problèmes de recevoir trop de transmission, trop d'interceptions. Parce que de manière assez similaire à aujourd'hui, ils ont des nouveaux outils qui se développent, donc le renseignement aérien, la radio, les radiofréquences, etc. Enfin, donc, la question n'est pas combien on est capable de traiter, c'est comment est-ce qu'on est capable de se redimensionner pour faire face à un volume croissant que la structure de base n'est pas capable d'absorber, quoi. Et comment est-ce qu'on s'organise du coup même chose avec les guerres mondiales, elles sont mondiales, donc ça veut dire qu'il faut garder un œil sur beaucoup de choses, et puis des conditions très spécifiques sur la Seconde Guerre mondiale en France, avec un gouvernement en exil au Royaume-Uni qui manque d'une certaine forme de légitimité, même si de nos jours on regarde le général de Gaulle et le gouvernement de la France en exil comme ayant beaucoup de légitimité. Toute la France était résistante, bien sûr. Ouais, exactement. Mais c'est pas établi à l'époque. Et De Gaulle, quand il est à Londres, bénéficie du soutien des Britanniques, en fait. Son QG, là où il est établi, les ressources qu'on le laisse faire, c'est les Britanniques qui le laissent le faire. Mais donc là, c'est très intéressant. On arrive avec vraiment, pour le coup, bon, là, on était dans les linéaments. Là, c'est l'ancêtre fondateur, c'est le BCRA, le Bureau Central de Renseignement et d'Action, donc qui sont très littéralement les services de renseignement de la France libre. Et vous dites, c'est très intéressant parce que là, on a, comme dans pas mal de choses, mais deux cultures assez différentes qui vont se séparer et qui ensuite vont se retrouver et qui ensuite vont cohabiter sans se mélanger, qui sont d'un côté le BCRA, donc sous influence britannique, du SOE, donc Special Operation... Executive non, oui. Désolé. Si, Special Operation... Special Operation Executive, ouais, c'est direction des opérations spéciales, qui vont faire des trucs de Britanniques, enfin en tout cas qui vont se mettre à penser comme des Britanniques, avec un attrait pour la clandestinité, un attrait pour ça. Des opérations derrière les lignes ennemies, vraiment du renseignement d'action type service-action, ce qu'on a en tête à la James Bond, disons. Exactement. Et à l'inverse, vous avez des officiers de métropole, parce que bon, il y en a qui sont collabos, il y en a qui sont résistants comme un peu partout dans l'appareil d'État français. Mais il y en a qui vont finir en Afrique du Nord, il y en a qui vont finir aussi dans la France libre au fur et à mesure. Et ça, c'est eux des gens qui ont gardé leur culture, donc très contre-renseignement, très militaire, etc. Et ça fait un mélange un peu bizarre entre deux cultures, le tout avec en plus la très grande nouveauté, qui celle-là va rester, désormais, c'est des civils. Enfin, il y a une domination civile, c'est pas un deuxième bureau, c'est autre chose, c'est une agence civile dominée par un civil. Ouais, et donc pour en redire un peu plus sur ces différentes sous-communautés déjà à l'époque, il y a toutes des personnes qui partent donc en Afrique du Nord et qui sont même restées dans les services sous Vichy, à l'intérieur des services Vichy qui soutiennent donc l'effort allemand aussi. Il y a des gens qui travaillent en secret pour la France dans les services vigistes, etc. Et ça, ce sont des vrais officiers de renseignement. Et ceux qui sont partis en Afrique du Nord aussi, pour une partie d'entre eux, sont des vrais officiers de renseignement qui ont cette expérience dans le renseignement, tandis que ceux qui sont venus avec et qui ont rejoint De Gaulle à Londres, par exemple De Varvin, qui est le père fondateur du BCRA, etc. Voilà. N'a pas un background dans le renseignement. Donc en fait, ils partent de quasiment rien et ils dépendent beaucoup des Britanniques pour structurer leur approche, leur pratique de renseignement. Donc ça crée deux communautés
qui sont dans des approches différentes du renseignement, avec des héritages, pour l'une d'entre elles, très peu d'héritage, ou un héritage pas vraiment franco-français, disons, qui vont se rejoindre en 1943 sous la tutelle civile, pour le coup. Et donc, 1943, c'est vraiment le point de bascule où le renseignement tombe sous le pouvoir politique du gouvernement en exil. Et donc, ça devient plus seulement du renseignement militaire, ça devient du renseignement à des fins civiles, même si on se souvient de Gaulle comme un général, c'est un chef de gouvernement. Et donc, le général de Gaulle aussi a besoin et utilise cet outil de renseignement pour se légitimer vis-à-vis des Britanniques. Les Britanniques ont quand même beaucoup des ressources dont il a besoin, mais lui a accès aux Français, au peuple français, aux résistants de l'intérieur, qui sont restés en France, et c'est beaucoup plus facile pour lui, évidemment, de générer cet esprit de la résistance en France que ça ne l'est pour les Britanniques. Donc, ils ont besoin de lui, et donc, en fait, De Gaulle a besoin du renseignement. Il a besoin du renseignement de type action, opération clandestine, pour se légitimer. C'est un des outils politiques qu'il a pendant la Seconde Guerre mondiale, et qu'il utilise bien, en fait. Et donc, ça, c'est vraiment un point de bascule. Et donc, après la Seconde Guerre mondiale, on garde cet héritage avec le SDEC, le service de documentation extérieure et de contre-espionnage. J'adore toujours ça, parce qu'on dirait toujours un département de bibliothécaire, quoi. Exactement, enfin, exactement. C'est ce que c'est censé être, à mon avis. Une partie du renseignement, c'est de traiter des informations, des données, et bien les organiser pour y avoir accès. Donc ça fait un peu bibliothécaire, disons. Mais en vérité, c'est pas ça, puisqu'ils ont un héritage très fort de la Seconde Guerre mondiale, et que c'est une expérience radicale d'être impliqué dans la Seconde Guerre mondiale pour tout le monde. Donc ça devient un service qui a une composante opérationnelle très forte, et aussi un service qui est civil et qui est intégré. C'est ça aussi qui se passe en 1943 avec cette fusion des différentes communautés, c'est qu'ils font tout. Ils font des opérations clandestines, du recueil de renseignements, de l'analyse, du contre-espionnage. Ils font tout au sein d'un même service. Et donc ce point de bascule est vraiment important, puisque ça reste le cas, hein, même dans la manière dont la DGSE se rappelle plus ou moins publiquement d'elle-même, et de la manière dans laquelle elle présente sa mémoire, ou elle pense sa mémoire. C'est l'héritage du BCRA, c'est sur le site de la DGSE partout. Sous le directeur général Aimier, ils ont créé une filiation même entre les héros de la Seconde Guerre mondiale et les officiers ou les agents de la DGSE. Donc c'est très présent dans leur mémoire encore de nos jours. Alors évidemment, donc ensuite on va pas faire l'histoire du SDEC, parce qu'il y a plein en fait d'histoires du SDEC, paradoxalement. Enfin, c'est quelque chose d'assez abondant, parce que c'est les barbouzeries au sens large. Mais bon, commençons par simple, c'est dire que c'est un service qui a pour le coup énormément d'expérience opérationnelle, parce qu'ils vont faire beaucoup de choses en Indochine, en Algérie, pour le meilleur et pour le pire, mais avec l'idée que c'est un service qui fait de l'action, qui en fait même énormément, qui déborde aussi. Je me remémorais en vous lisant que, par exemple, il se finance par les trafics de l'opium en Indochine, ce qui est un peu bord cadre quand même. C'est un peu fou, oui. Ça a une explication, mais c'est vrai que c'est un peu fou, puisque s'ils le font, ça veut dire que d'autres réseaux là-bas ne peuvent pas en bénéficier, donc il y a une sorte d'excuse. Mais oui, c'est un peu fou, en effet. C'est toujours ça qui ne pèse pas sur le budget de l'État. Mais voilà, il y a d'autres manières de le justifier. Exactement. Non, mais bon, c'est un service qui a du coup beaucoup d'actions, en Algérie aussi, évidemment, avec aussi des débordements, parce qu'il y en a plein qui passent à l'OAS. Il y a l'affaire Ben Barka en 65, où Ben Barka disparaît, c'est évidemment le SDEC, enfin pas évidemment sur le moment, mais c'est le SDEC. Donc c'est un moment à la fois de grande exaltation et de grande activité, et aussi c'est le moment où le décideur se rend compte qu'il va falloir reprendre un peu la main sur ce que c'est, parce que ça déborde vraiment beaucoup, quoi. Oui, mais je pense qu'il faut... Alors, il faut faire attention, mais c'est pas comme si les décideurs n'avaient aucun contrôle sur le SDEC. Ça a toujours été un organe contrôlé. Quand le SDEC faisait des opérations clandestines avec une haut du spectre de la violence de l'État, donc opération homicide homo et opération de sabotage Arma pendant la guerre d'Algérie, c'est contrôlé. On a même des documents d'archives qui montrent qu'il y avait des tableaux récapitulatifs d'actions qu'ils ont faites sur des personnes, sur certains types de cibles en Algérie. Ça remontait à Jacques Foccart, et en gros, conseiller présidentiel
pour les affaires africaines, mais avant ça même, conseiller très proche du général de Gaulle. Ça remontait en gros au général de Gaulle, en gros. Enfin, on n'a pas de document signé général de Gaulle là-dessus, mais c'était sous contrôle de la haute administration d'État. Donc c'est pas une agence qui est non plus complètement... Enfin, ils sont hors cadre, disons, mais ils sont pas en roue libre. Ils sont pas en roue totalement libre. Mais je vais me permettre de rattacher ça à un truc. Il y a un truc un peu plus général qui est que, en fait, il y a une certaine difficulté, mais qui est vrai aussi pour les forces spéciales dans cette période-là. C'est que je peux renvoyer au livre de Elie Tenenbaum, Partisans et Centurions, mais qui est, en gros, il se passe un truc, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, on dissout tout. On dissout notamment toutes les opérations de forces spéciales parce que ça emmerde tout le monde, tout le politique, ces gens on sait pas très bien ce qu'ils font, c'est des barbouzeries, etc. Et en fait avec les guerres de décolonisation on est obligé de le recréer avec la guerre froide essentiellement, mais aussi les guerres de décolonisation, on est un peu obligé de recréer tout et on est obligé de créer ces populations qui sont un peu interlopes. C'est pour ça qu'on a voulu dissoudre le truc, mais du coup on sait pas bien comment les prendre. C'est est-ce que c'est des militaires, est-ce que c'est des civils, est-ce que c'est du renseignement, est-ce que c'est de l'action de forces spéciales, etc. Et typiquement, l'emblème de ça parfait, c'est le 11e choc, donc le 11e bataillon de choc, qui est l'ancêtre direct du service action de la DGSE, mais c'est un truc de para, mais pas en uniforme. Et bref, il y a des ambiguïtés fondamentales dans cette période-là, dans lesquelles le pouvoir exécutif se complaît, parce que du coup, ça en fait des outils assez efficaces. Mais ce qui était... sans doute politiquement acceptable pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que quand il s'agit de se cogner les nazis, on accepte forcément certaines choses. Dans des guerres de décolonisation, on n'est pas sûr d'être les gentils. Au bout d'un moment, ça finit par devenir problématique, et le 11e choc est donc dissous en 63, après le putsch d'Alger, en pleine guerre d'Algérie, parce qu'en fait, ça devient quand même très problématique, et ils sont obligés de faire une reprise en main sur ces unités qu'on avait beaucoup de plaisir, au contraire, à laisser évoluer parce que c'était la garantie de leur efficacité dans une certaine mesure, quoi. Oui, le livre d'Elie Tenenbaum est très bon là-dessus, je trouve. Ça m'a beaucoup inspiré sur le fait que c'est une sorte de génération qui a été marquée par la Seconde Guerre mondiale et le niveau de violence atypique, évidemment, de cette situation, et qui va quand même continuer à être impliquée dans les guerres de décolonisation, qui ont gagné un savoir-faire de clandestinité, d'approche dans des opérations assez extrêmes, qui servent en tant qu'outil, mais on ne sait pas bien comment cadrer cet outil. Dans les études de renseignement anglophone, on dit toujours que le renseignement est en particulier l'action clandestine est une sorte de troisième option. On peut envoyer les militaires, ça va faire un grand boom et ça va être très visible. On peut envoyer les diplomates, ça ne va pas faire un grand boom, mais ça va aussi avoir une certaine forme de visibilité. C'est un autre outil qui est disponible pour la politique étrangère. Et puis au milieu de ça, il y a le renseignement qui est entre les deux. Et quelquefois, il peut aller un peu plus dans le spectre guerrier, quelqueusement, il peut aller un peu plus dans le spectre diplomatique, mais il joue toujours dans un entre-deux. Et donc, doctrinalement, ça pose des questions. Et on voit que les hautes autorités en France ne sont pas tout à fait acculturées, qu'elles ont un peu du mal, peut-être, dans la haute gestion, au haut de l'État, du rapport au renseignement. Ça fonctionne mal en France pendant très longtemps. Et c'est ça un peu aussi qui explique... ce que le vent de réforme avec la DGSE, la transformation du SDEC en DGSE au début des années 80, ça crée, c'est un contexte dans lequel il va y avoir un effort pour essayer de petit à petit recadrer peut-être ce rapport entre monde politique et renseignement, et surtout renseignement extérieur ici. Ouais, on va passer un peu rapidement sur la décennie africaine, donc les années 70, Foccart, le SDEC, les barbouzeries, etc. Bon, il faut en retenir que c'est un peu le même outil, c'est-à-dire sauf qu'on n'est plus sur le territoire national, on n'est plus avec des colonies. Par ailleurs, ça a été repris un peu en main, ça a été transféré au ministère des Forces armées, donc c'est plus un service vraiment indépendant. Donc c'est un peu différent, mais voilà, il faut en retenir que, l'image de Foccart n'est pas totalement fausse, c'est-à-dire c'est un outil à la main du pouvoir exécutif pour faire des coups et garder une forme de contrôle d'influence politique sur des pays décolonisés et une sorte de précaré africain dont la France va tirer une rente pendant un certain temps. À ça, il faut nuancer, vous citez Nathaniel Powell qui travaille notamment sur le Tchad et c'est très intéressant et très éclairant qu'il ne faut pas exagérer le complexe de supériorité là-dessus, c'est-à-dire c'est des pays africains qui ont de l'agency, qui ont tout à fait une capacité à influer sur les choses et c'est pas comme si la France maîtrisait tout du tout en Afrique, c'est beaucoup plus compliqué que ça et en fait les acteurs locaux ont énormément de pouvoir aussi sur Foccart et les Français, mais bon, bref.
il y a une décennie comme ça d'influence politique et c'est vraiment décennies même. Oui, mais c'est vraiment l'image qui reste collée au SDEC et ça n'est pas immérité, si ce n'est qu'il faut peut-être diminuer le sentiment de toute puissance qu'on a sur cette période-là, quoi. Oui, puis ils étaient aussi actifs au Moyen-Orient et ailleurs, même s'il y a beaucoup moins d'informations sur ça. Donc, parce qu'il y a les archives Focard. Il y a des archives Focard avec un très bon livre, La fabrique des barbouzes, sur justement qui notamment par Jean-Pierre Batte, voilà. Qui est un historien splendide de cette période-là. Très marrant par ailleurs. Exactement, mais ça a été bien recherché aussi. Il y a déjà tellement de livres sur la France-Afrique, mais donc c'est des manières d'influencer. Je suis content que vous citez Nathaniel Powell, qui est juste en fait. Mais c'est la même chose pour d'autres. Il y a les mêmes défauts dans des histoires sur les services soviétiques, où on se dit qu'en fait c'était eux qui étaient en charge de tous les services des pays satellites, etc. Et maintenant on a une nouvelle vague d'historiens, par exemple, qui travaillent sur la Tchécoslovaquie, qui nous montre que le STB tchèque, alors là ça n'a plus rien à voir avec mon livre sur la DGSE, aussi en fait avait beaucoup plus d'autonomie que ce qu'on pensait et qu'ils pouvaient aussi utiliser leurs relations aux pays mère ou père et jouer de ça à leur bénéfice sans que le cœur du pouvoir soviétique s'en rende compte. Donc je pense que c'est important d'utiliser cette autre perspective aussi. Je dois souligner aussi que pour l'instant, on a juste couvert le chapitre 1 de l'ouvrage qui traite des origines de la DGSE. C'est vrai. Et que c'est pas un livre au final sur toute cette histoire, ou que j'appelle moi, puisque je commençais à la DGSE, la préhistoire de la DGSE. C'est vrai, mais il y a un certain nombre de choses qui se mettent déjà en place et qui en fait courent le long du livre, et c'est pour ça que j'en parle aussi, parce que je n'ai pas si souvent l'occasion de faire une émission sur l'histoire du renseignement français, mais notamment cette relation un peu compliquée au politique, c'est-à-dire à la fois à la main du politique, mais en même temps qui a des difficultés à influer vraiment sur le politique, cette dimension assez militaire mais très contrariée, qui est un peu problématique, c'était cette identité vraiment entre deux un peu interlope. Il y a des trucs qui vont rester très longtemps dans l'histoire du service lui-même de la DGSE, quoi. Tout à fait. Donc vous avez souligné les bonnes tendances, disons. Même si on a tendance à penser au ZEC comme un service militaire, on sait maintenant, notamment grâce aux recherches de Sébastien Laurent, que la plupart des fonctionnaires qui travaillaient dans le SDEC étaient en fait des civils. Donc on peut dire que c'est militarisé, toute la gestion, disons, est militarisée, toutes les personnes qui comptent dans le middle management et dans le haut management du SDEC, disons, sont des militaires, mais la plupart des personnes sont des civils, et c'est une agence civile, il ne faut pas oublier ça. Depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est une agence qui a un caractère civil, donc pas seulement une vocation militaire. Donc peut-être c'est plus juste de parler d'une agence qui a ou d'un service qui donne la primauté aux opérations et qui est donc très recentré sur l'opérationnel, le terrain, etc. Ouais, donc ensuite vient se créer la DGSE à partir de 82. La question, c'est qu'est-ce que ça change fonctionnellement, et puis surtout comment est-ce que donc le pouvoir mitterrandien va s'en emparer et va réussir à... Mitterrand ayant une relation particulière à la vérité, au secret, au pouvoir et à l'appareil d'État. Voilà, globalement, comment est-ce qu'il va modeler ce service qui est... Enfin, je veux dire, il y a une raison aussi pour laquelle il a fait autre chose, c'est que c'est un organisme paragolien dans son identité profonde, parce que le creuset de la Seconde Guerre mondiale dont on a parlé, parce que les barbouzeries, on parlait du sac. Mais bon, bref, c'est un univers qui est fondamentalement gaulien, qu'il s'agit de renouveler un peu dans une certaine mesure, avec lequel le pouvoir socialiste doit se confronter et doit réussir à modeler, quoi. Oui. À la base, en 1982, il ne se passe pas grand-chose, en fait. Il y a un changement de nom, mais la plupart des personnes qui travaillent pour le ZEC et maintenant la DGSE, c'est les mêmes personnes. Donc, pour retourner un petit peu plus en arrière, dans les années 70, la gauche a un programme dans lequel il parle même peut-être de s'aborder ou d'éliminer le SDEC, de ne plus avoir de service de renseignement extérieur. Et puis, à l'approche du pouvoir, il se tempère un petit peu. Et ils comprennent à l'approche du pouvoir qu'on devrait plutôt parler de réforme plutôt que de se débarrasser d'un outil qui a quand même une utilité politique, au final. Citons encore quelqu'un qui est passé dans le podcast il n'y a pas longtemps, c'est Maxime Launay, qui montre très bien ce rapport un peu problématique de la gauche aux faits militaires et stratégiques, et en fait
l'immense normalisation qui va avoir lieu. Alors le renseignement était un point de cristallisation un peu particulier parce que les services gaulliens s'en sont servis. Mais l'idée, c'est que quand même, finalement, ça va être un gage de sérieux essentiellement pour le pouvoir socialiste de ne pas faire grand-chose et de juste récupérer l'outil qui marche bien plutôt que le démonter, quoi. Il y a une période d'apprentissage de l'outil puisqu'ils sont dans l'opposition avant, ils n'ont pas accès au secret, ou certainement pas accès au secret de la même manière que quand on est dans le cœur du pouvoir exécutif. Ça reste quand même le fait du prince, c'est tellement lié à l'idée de la raison d'État de la France et au cœur du pouvoir exécutif. Quand on est dans l'opposition, on n'a pas accès à la même connaissance, à la même compréhension donc, du renseignement. Je pense qu'il y a une période d'apprentissage. Et puis il y a beaucoup de préjugés qui sont hérités évidemment des périodes antécédentes. Donc c'est une relation qui au début est difficile et d'ailleurs on sait... c'était assez public que l'avant-dernier directeur du SDEC, Alexandre de Maranche, n'était pas du tout content que la transition entre lui et le premier directeur du SDEC sous Mitterrand, Pierre Marion, s'est très mal passée et que plusieurs officiers de renseignement ou plusieurs agents du SDEC ou cadres du SDEC ont décidé de démissionner parce qu'ils ne voulaient pas servir sous Mitterrand. C'est intéressant parce qu'en gros, ils ont fait passer la loyauté qu'ils ont envers le monde politique et envers leurs idéaux politiques avant leur loyauté à l'État, avant leur loyauté à la République. Ça fait réfléchir quand même. Mais ça montre bien l'État à l'époque, même si ce n'est pas l'entièreté du SDEC qui démissionne, comme je dis, au niveau du personnel, c'est les mêmes personnes. Donc, ce n'est pas parce qu'on change de nom en 1982. Donc, il y a cette figure de Pierre Marion qui est très inhabituelle. On change beaucoup de choses parce qu'il faut bien trouver quelqu'un. Et c'est donc ce type qui est donc un PDG de l'aéronautique, nommé par Mitterrand. Et ce qu'il y a de marrant, c'est que, on va peut-être pas passer en détail toute la galaxie des portraits, mais assez rapidement, ça va devenir plus ou moins des grands commis de l'État de manière ou d'une autre. Lui... il n'est pas tout à fait dans le portrait robot, et d'ailleurs ça se voit parce qu'après il va faire des bouquins qui vont témoigner en tout cas qu'il avait un rapport au secret, disons, assez lax, qui n'est pas forcément ce qu'on attend du directeur du SDEC ou de la DGSE, quoi. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc c'est un personnage qui détonne, c'est un personnage mal aimé, mais en fait moi je l'aime bien parce que je trouve vraiment qu'il détonne. Dans un de ses livres, c'est quasiment, quand il explique pourquoi est-ce qu'il n'est pas resté au SDEC, à la DGSE, c'est quasiment comme si c'est lui qui avait viré Mitterrand, qui décrit comme mon plus grand problème, plutôt que Mitterrand qui voulait plus entendre parler de Marion. Donc aussi un personnage assez abrasif, même je pense en interne, qui a causé beaucoup de problèmes, qui détonne, mais ça peut servir, un personnage comme ça en fait. Au final, c'est quelqu'un qui avait une mauvaise compréhension de la manière de fonctionner de l'État français et qui donc pouvait pas durer dans cette position, qui aussi avait très peu, voire pas du tout d'expérience dans le monde du renseignement. Il est très honnête à propos de ça. Et en effet, il écrit ses livres une fois qu'il passe à la retraite. Je dis dans le livre que c'est le directeur général qui a eu le mandat le plus court et c'est celui qui a écrit le plus à propos de son mandat. Donc ça détonne et il y a beaucoup de petites anecdotes et de prises de position personnelles même envers d'autres personnes dans le livre. Donc beaucoup d'indiscrétions, disons, dans le livre, y compris sur le président, ce qui semble tout à fait fou de nos jours. Mais on peut quand même lui reconnaître que son diagnostic de base sur la SDEC et ensuite la DGSE, le SDEC et la DGSE, est assez juste, en fait. Il a une sensibilité au rapport avec les grands acteurs économiques et avec l'industrie de défense, puisqu'il vient de l'aéronautique, etc., qui est importante pour le service. Un service de renseignement, c'est aussi des rapports avec des acteurs en dehors du service. Donc ça, c'est une sensibilité qui est restée, avec une sensibilité qui reste en France sur le rôle du renseignement extérieur dans les enjeux économiques, que ce soit de protection ou parfois de manière plus offensive aussi. Il a donc aussi une sensibilité sur l'importance du renseignement technique qu'il veut essayer de structurer. Il se pose des questions sur le statut des personnels du SDEC et de la DGSE. Il se pose des questions sur si oui ou non il faudrait faire de l'analyse et quel type d'analyse est-ce qu'il faudrait faire. Et ça, c'est des questionnements qui vont rester dans les 20 années qui vont suivre et qui même de nos jours encore, certains de ces questionnements existent encore à la DGSE. Donc les questions qui se posent sont pas fausses ou mauvaises, mais il ne sait pas comment les transformer en réforme, comment les transformer en modernisation,
parce que, ou bien quand il essaye de le faire, ça ne fonctionne pas parce qu'il comprend mal les rouages de l'État français. Donc au final, il se fait remercier et vient ensuite l'amiral Lacoste. L'amiral Lacoste, c'est intéressant parce que c'est un personnage qui n'avait pas forcément envie de servir les socialistes à la base. C'est un personnage qui a l'air d'avoir une assez grande profondeur de vue, qui a l'air d'être un amiral d'assez grande qualité. Et en même temps, on a l'impression que tout merde autour de lui et que c'est lui on a un peu l'impression que c'est le capitaine du Titanic, quoi. Alors après, le capitaine du Titanic n'est pas sans reproche à certains égards, mais que il y a le Liban, il y a un ambassadeur assassiné au Liban, ils essayent de faire péter un truc devant l'ambassade iranienne à Beyrouth, ils n'y arrivent pas. Ensuite, évidemment, c'est le Rainbow Warrior qui aura sa peau, mais en gros, on a l'impression son mandat est un peu symbolique de tout ce qui ne va pas à la DGSE et que tout se concentre un peu sur sa période, quoi. Tout à fait, hein, et c'est un peu injuste envers lui, mais c'est souvent aussi injuste envers le renseignement, les agences de renseignement de manière générale, que ce soit la DGSE ou d'autres, que quand ça ne fonctionne pas, et que ça fait boum parce que ça ne fonctionne pas, que ce soit le Rainbow Warrior ou les attentats de 2015 aux États-Unis le 11 septembre, etc., ça devient très public, très rapidement, et c'est très négatif. Et souvent, c'est ça les épisodes qui restent, c'est des échecs du renseignement. Tandis que les succès sont tus, et ils n'en parlent pas non plus dans leur mémoire, en fait. Donc, il y a quelques petites bribes de succès dont l'amiral Lacoste parle dans ses mémoires, une opération pour faciliter le transfert de Klaus Barbie de retour entre la Bolivie et la France, etc. Donc c'est un soutien aux autorités boliviennes, etc. Donc il y a des petits succès, mais c'est vrai que principalement on se souvient, c'est impossible de ne pas se souvenir du Rainbow Warrior. Et même si je prends un pas en arrière et que j'en pense un peu plus l'historiographie, disons, pour utiliser un grand mot, du renseignement en France ou aux manières dont le renseignement est couvert, il y a tellement de détails qui sont accessibles publiquement sur le Rainbow Warrior que ça prend une ampleur quasiment démesurée dans l'histoire du service. Donc, pour moi, c'est aussi une des raisons pour laquelle je voulais écrire le livre. Quand on pense DGSE internationalement, les gens pensent directement, les gens d'un certain âge, disons, pensent directement au Rainbow Warrior. Peut-être que c'est la même chose en France aussi. Et les gens d'une autre génération pensent évidemment plutôt au bureau, mais ce sont juste des captures d'écran de ce qu'est la DGSE. Et au final, c'est pas juste. Donc, c'est pas juste non plus envers l'amiral Lacoste. Mais en même temps, sur le post-mortem du Rainbow Warrior, vous écrivez quelque part, c'est représentatif de Mitterrand dit un truc vague, Lacoste comprend un truc vaguement, et du coup, il valide quelque chose, et ça merde parce qu'ils ont très mal prévu le coup, surtout, ils apprécient très mal leur capacité. Mais ça montre une relation politico-renseignement, disons, qui est pas bonne, qui est pas claire, qui est pas procédurée, enfin qui est pas normée de bonne manière, et quand c'est un peu flou, alors parfois on aime bien profiter de l'ambiguïté, on dit qu'on sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens, mais parfois ça merde quand même beaucoup, quoi. Ouais, il y a un manque de maturité, c'est clair, hein. On le voit déjà dans l'histoire du SDEC, et puis on le voit très clairement au début des années 80 avec cet épisode, avec d'autres épisodes dont vous avez parlé juste avant aussi, où les ordres... en fait, évidemment que Mitterrand ne va pas dire « allez mettre 2 mines sur un bateau ». L'ordre, c'est du style... on ne le sait pas, hein, mais on peut imaginer que l'ordre... on sait qu'il a donné un ordre et qu'il a fait une demande à l'amiral Lacoste. Et en gros, la demande, c'est d'entraver l'effort de Greenpeace, d'empêcher un test atomique dans le Pacifique. Ensuite, forcément, ce n'est pas le président qui va savoir quelle est la meilleure manière de le faire. Lacoste dit dans ses mémoires ou dans des entretiens qu'il a donnés par après, qu'ils ont eu très peu de temps pour préparer. Ils ont eu quelques mois. Moi, j'ai l'impression que quelques mois, c'est pas mal. Mais bon, c'est lui qui sait mieux. On sait qu'ils avaient infiltré plusieurs équipes pour faire de la reconnaissance, pour voir qu'est-ce qu'ils allaient faire. Il parle aussi qu'il y a eu d'autres options qu'ils ont discutées en interne, hein, des options moins explosives que ça, et qui auraient été beaucoup moins problématiques à raisonner ou arrêter le bateau quand il est en mer. Intoxiquer le carburant du Rainbow Warrior, comme ça il n'arrive pas à quitter le port, ça semble simple quand même. Ils ont décidé de ne pas les faire. Et il reconnaît quand même une erreur là, et c'est vrai qu'il y a c'est un choix où lui-même le dit, hein, quand il revisite son choix, il y repense au par-après, et il dit ouais, c'est vrai qu'il y avait d'autres chemins qui étaient possibles et qui auraient été
bien mieux. Donc c'est vrai que c'est tellement rocambolesque et ça semble tellement évident que c'est une erreur de nos jours quand on revisite cet épisode. Peut-être que ça l'était un peu moins avant. Mais c'est vrai que c'est un problème récurrent avec l'opération aussi au Liban que vous mentionnez avant. Mais c'est ce que vous disiez, on parle pas des trains qui arrivent à l'heure, et c'est-à-dire faut peut-être réinsérer ça dans peut-être tout ce qu'ils ont fait d'un peu foireux, qui avait l'air un peu foireux sur le papier et qui a marché, donc dont on n'entend pas parler. Peut-être que dans le corpus des actions de l'époque, c'était moins baroque que ça nous a l'air depuis de l'extérieur et d'aujourd'hui. Mais c'est compliqué, il faut le replacer dans la logique interne. Mais bon, il faut qu'on avance un peu, parce qu'effectivement, on est encore des années 80. Mais juste mentionner que donc il y en a ensuite deux autres, Imbaud et Mermet, et ensuite... Les officiers généraux. Donc on reste dans un rapport entre des militaires qui sont censés ramener de l'ordre à la DGSE, y compris dans la hiérarchie et le contrôle de ce genre d'opération du haut du spectre. Et puis après, on passe à Silberzan en 1989. Qui lui arrive, et là c'est très intéressant, donc c'est un préfet déjà, il arrive alors que visiblement ça intéresse Michel Rocard, le nouveau Premier ministre. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que quand le pouvoir politique est aligné et considère pas que c'est un truc dans un coin qu'on peut peut-être utiliser de temps en temps pour faire une barbouzerie, en fait ça marche quand même vachement mieux, parce que ça donne un poids au directeur pour faire des choses, et il va faire des choses. Exactement, et c'est quelqu'un qui est un préfet, qui a une expérience, un background différent, donc c'est pas un militaire. C'est lui qui demande à Mitterrand si il pourrait devenir directeur général de la DGSE, donc il a une appétence, un intérêt. Il y a un alignement entre le président, le Premier ministre et le préfet Silberzan. Comme c'est un préfet, c'est quelqu'un qui comprend les rouages de l'État français. C'est un haut fonctionnaire, il sait comment ça fonctionne, et c'est différent. Donc pour moi, c'est ces deux aspects-là qui expliquent. C'est le rapprochement avec le pouvoir politique à un niveau même personnel, disons, qui est toujours très important avec la direction de la DGSE, et d'ailleurs c'est sans doute le facteur qui explique le mieux les nominations de directeurs généraux, c'est d'être proche ou non du président. Et ensuite, une compréhension plus fine dans le leadership, dans la direction de la DGSE, de comment faire passer des réformes dans l'appareil français, dans l'appareil d'État français. Et donc c'est un directeur dont on se souvient même encore de nos jours dans l'agence, parce que c'est lui qui a fait la plus grande réforme de la DGSE, et on peut une manière de quantifier, voilà, jusqu'à celle de 2022, alors comment quantifier, comment mesurer la qualité d'une réforme. On peut dire ici c'est une réforme qui dure 30 ans, donc c'est une réforme qui dans la longévité va durer, et qui a réorganisé la DGSE autour de différentes directions. Alors certaines d'entre elles existaient déjà avant, mais donc une réforme qui a eu... Mais il en crée deux, la direction de la stratégie et la direction des opérations, qui vont être deux directions qui vont être extrêmement importantes, effectivement, pendant les 30 années qui vont suivre. Oui. Jacques Devattre, ancien officier, ancien du 11e choc, donc c'est intéressant. Puis devenu fonctionnaire. Ce qui est amusant, c'est que donc, de 93 à 99, vous dites, lui, c'est le plus long, c'est celui sur lequel on a le moins d'infos. Voilà, donc, exactement. Donc, on dit parfois dans le renseignement, le plus on en sait, le moins on en parle. Et ça s'applique tout à fait à Jacques Devattre. Donc, très difficile de trouver du matériel sur son directorat ou sur son mandat. Ensuite, Jean-Claude Cousseran, 99-2002, intéressant parce que c'est le premier diplôme. Et donc ça montre déjà une première évolution vers des diplomates de carrière, et c'est important. Tout ça, c'est les personnalités des directeurs. On peut préciser, tout ça, c'est des gens qui, globalement, sauf exception, n'ont jamais été à la DGSE avant de devenir directeur. C'est pas toujours clair, en fait. C'est un des problèmes pour moi aussi. On ne sait pas si... par exemple, dans Devattre, on sait qu'il était à la DGSE avant, mais... c'est pas toujours clair en fait quelles sont les carrières des personnes avant qu'ils arrivent à la DGSE, même dans d'autres positions, puisque c'est clandestin. Donc, mais oui, c'est vrai qu'à la base, aucun d'entre eux est connu pour avoir fait une carrière entière à la DGSE. Donc oui, de manière générale, c'est correct. Et donc ça fait qu'ils ont toujours des directeurs adjoints qui, eux, sont extrêmement versés qui sont vraiment des professionnels de la profession. Et du coup, la personnalité du directeur et son parcours est un indice de quelque chose. Donc les préfets, ils sont dans l'appareil d'État. Les diplômes, c'est le moment où on s'intéresse. Cousseran est un spécialiste du Moyen-Orient. C'est évidemment... Alors il arrive avant, mais c'est le moment du 11 septembre, c'est le moment de la réorientation de vraiment beaucoup d'intérêt vers le Moyen-Orient. Et c'est vrai que sous Cousseran, il y a la menace terroriste qui commence à monter sur l'agenda politique ou dans l'agenda politique, et qui commence à occuper vraiment les devants.
Et pour moi, cette menace terroriste, elle explique le vent de réforme qui va affecter l'entièreté de la communauté française du renseignement, qui commence vraiment avec le 11 septembre, en fait, au début du XXIe siècle. La menace terroriste préexiste, c'est clair. En France aussi, on s'en souviendra dans les années 90, voire même avant. Mais elle occupe le devant de la scène politique et elle fait comprendre au monde politique et sans doute aussi aux citoyens français, cette présence de la menace terroriste, l'importance du renseignement. Et donc ça crée au niveau de l'environnement du renseignement un peu des autres conditions qui vont pouvoir permettre à la DGSE, qui vont pouvoir permettre à la DGSE de monter en puissance dans les 20 dernières années. Ensuite, il y a Pierre Brochand, à partir de 2002. Et c'est intéressant, vous signalez, vous notez que c'est le premier énarque, ce qui n'est pas rien, parce que c'est l'indice. Alors, il y avait des préfets avant, enfin, c'était pas... On les a pas chopés dans la rue parce qu'ils passaient par là, mais le fait que ce soit des énarques, c'est l'indice d'une certaine intégration de la DGSE dans la très haute fonction publique, dans le très haut appareil d'État. Ça devient un poste à énarque. Et ça n'est pas rien, puisque un des problèmes assez structurants dont on a parlé, c'est influencer la décision politique, et les hommes politiques sont quand même assez régulièrement des énarques, spécialement à cette période-là. C'est l'indice que le directeur de la DGSE soit un énarque lui-même, ça place une proximité, ça place une certaine sphère d'influence de la DGSE par rapport aux décideurs politiques. C'est un symptôme du changement, c'est un symptôme de la capacité de la DGSE à s'adapter, à mieux s'aligner aux attentes de l'État français. Et c'est pas seulement un symptôme, c'est aussi un moteur de changement du coup. Si on a des décideurs qui ont une meilleure compréhension, comme je le disais déjà avec l'arrivée de Silberzahn et de quelqu'un qui était un préfet, etc. Si les décideurs ont une meilleure compréhension de la manière de fonctionner de l'État français, ils vont aussi mieux réussir à faire passer des réformes. Donc c'est vraiment un symptôme important et tous les directeurs qui ont suivi, ou quasiment tous les directeurs qui ont suivi, sont des énarques. Pierre Brochand, par ailleurs, développant beaucoup le ROM, donc le renseignement d'origine électromagnétique, ce qui est important parce que ça devient quand même de plus en plus important, ces interceptions et cette capacité de cryptanalyse, quoi. Oui, dans le livre, la problématisation principale que je fais, c'est sur l'adaptation, et je dis qu'il y a 2 ou 3 grands facteurs d'adaptation. Un facteur, c'est l'environnement. Alors j'ai parlé de l'environnement des menaces avec le terrorisme. On peut aussi penser à l'environnement plutôt technologique qui arrive en même temps avec l'explosion des données, avec la montée en puissance du numérique dans les années 90 et évidemment aussi au début des années 2000 qui souligne l'importance de la direction technique et du renseignement technique aussi, voire même de nos jours maintenant du renseignement pas seulement électromagnétique mais aussi cyber. Et donc, tout ça commence aussi au même moment. Donc, c'est vraiment au niveau environnemental, disons, on a deux moteurs principaux. Et puis, deuxième volet ici, dans l'adaptation, qui est plus celui du soutien du pouvoir politique, qui comprend mieux ou qui ressent de plus en plus le besoin d'utiliser l'outil renseignement dans la lutte contre le terrorisme. Et troisième niveau, celui de la direction et du leadership de l'agence qui a une compréhension plus fine de la manière de fonctionner de l'État français, qui sont pour moi les 3 grands moteurs d'adaptation de la DGSE, mais on pourrait le dire dans d'autres cadres aussi. On va le mentionner, Erard Corbin de Manjou, qui est ancien commissaire de la Marine, ce qui est toujours rigolo, ce qui est rigolo, je trouve. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il crée le corps des administrateurs de la DGSE, sur le modèle des administrateurs civils, ce qui facilite la mobilité des hauts fonctionnaires. Et c'est intéressant parce que c'est toujours ce truc de désenclavement de la DGSE par rapport aux autres services de l'État. Si vous pouvez avoir des hauts fonctionnaires qui viennent, qui repartent, etc., mine de rien, ça fait partie de ces choses qui contribuent à ce que on reparlera de notion de culture du renseignement, mais en tout cas que ces choses-là infusent un peu plus dans l'État français, plus qu'une boîte de spécialistes, d'espions, quoi, qui se trouve quelque part à part dans un coin du boulevard Mortier, quoi. C'est des toutes petites réformes, on pourrait dire, mais certainement de l'intérieur, c'est pas vu comme des petites réformes, mais quand on regarde l'histoire générale de la DGSE, ce sont des petits pas, mais des petits pas qui sont tellement importants pour pouvoir mieux faire partie et pour pouvoir justement... le plus grand problème du SDEC, c'est le fait qu'il est complètement distancié et quelquefois même en autopilote, en fait, sans avoir de relation claire et d'orientation claire du pouvoir politique. Et donc, il faut trouver des manières de s'inscrire dans la décision de l'État, dans les processus administratifs, de mieux coopérer, de mieux collaborer avec les autres, et donc permettre aux fonctionnaires de pouvoir
travailler dans d'autres ministères, de travailler dans d'autres services ou grands services de l'État. C'est très important, évidemment. Ça fait partie de cette socialisation au sein de l'appareil d'État français et ça rend la DGSE, en fait, plus normale. Sinon, en fait, à cause de la clandestinité, du poids du secret dans la manière de penser le renseignement en France, au-delà aussi, mais c'est quand même particulier à la DGSE de mettre un tel accent sur la clandestinité et le secret, c'est tellement lourd que ça peut créer des gens qui vivent dans des silos et qui travaillent dans des silos et qui ne comprennent pas qu'il y a des choses qui sont déjà faites dans d'autres ministères ou qu'il y a des manières de faire aussi dont on peut apprendre des choses dans d'autres parties de l'État. Ensuite, on arrive à la fin de la liste, mais c'est très important parce qu'il y a Bernard Bajolet, donc de 2013 à 2017, qui est un énarque, un ancien coordinateur national du renseignement, donc c'est quelqu'un qui connaît bien. Et surtout, là où c'est très intéressant, j'ai appris, en vous lisant, que ça a été l'ancien maître de stage de François Hollande. Oui. François Hollande fait un stage à l'ambassade d'Algérie, de France en Algérie, je crois. Oui. C'est Bajolet qui est son encadrant. Mais voilà. Là où c'est intéressant, c'est que ça pose aussi une caractéristique de Bernard Bajolet, qui est un personnage un peu controversé et beaucoup regretté aussi à l'intérieur de la boîte. C'est quelqu'un qui a besoin d'une ligne directe, mais complète, à François Hollande. Alors ça tombe bien, il l'a, et c'est pour ça que il va tomber avec Emmanuel Macron, mais là on est encore à un degré supérieur, c'est quelqu'un qui veut avoir son accès permanent à l'Élysée, d'une manière qui n'est pas sans rappeler potentiellement les conseillers à la sécurité nationale peut-être américains, mais en tout cas l'idée d'une très 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 grande proximité avec tout le sommet, ce qui pose une interaction. Je rappelle que la DGSE est quand même techniquement rattachée au ministre des Armées. Bajolet, ça ne lui pose pas particulièrement de problème de court-circuiter, et d'ailleurs ça ne plaît pas toujours à Jean-Yves Le Drian. Il y a toujours eu un rapport un peu ambigu entre le fait que le DGSE, le directeur général, a besoin d'une ligne directe au président. Ça existe évidemment bien avant Bajolet. Et le fait qu'administrativement, il y a une tutelle du ministère des Armées sur la DGSE, c'est là que c'est administrativement que le service est placé. Mais il y a quand même toujours eu des rapports directs avec la présidence parce que c'est tellement sensible, c'est tellement important, c'est tellement risqué parfois le type d'action qu'il faut qu'il y ait une ligne directe. Donc je ne pense pas que ça commence sous Bajolet. Et aussi une relation, c'est deux personnes. C'est pas juste Bajolet qui essaie de se placer à côté du président, c'est quand même le président qui demande à Bajolet s'il veut accepter les fonctions de directeur général. C'est le cas pour les relations antécédentes entre d'autres présidents et des directeurs généraux. Mais c'est vrai que le renseignement est tellement sensible qu'on voit bien que la meilleure manière d'expliquer les nominations aux positions de directeur général, c'est d'être proche ou non d'un président. Je pense que je le disais tout à l'heure. Et dans ce cas-ci, c'est très clair et c'est aussi un personnage, je pense qu'il le dit lui-même dans le sous-titre de ses mémoires, que c'est un ambassadeur peu diplomatique. On peut dire que c'est un casse-cou un peu, qui a été ambassadeur dans des pays difficiles et qui a une connaissance fine de ces pays, principalement en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, et qui a aussi une expérience de travailler quand il est ambassadeur avec la DGSE, surtout sur des questions de libération d'otages. Et donc un ambassadeur un peu de terrain. Donc c'est un personnage qui fait du bruit, qui est bruyant, qui a un certain panache, disons. Et c'est vrai que ça peut frustrer des personnes qui ont l'habitude de plus suivre les procédures ou qu'il y ait plus, plus de procédures dans la communication et dans la manière de faire les choses. Ensuite, il y a Bernard Rémier, qui est aussi un ambassadeur, mais un ambassadeur. Mais lui plus diplomatique, certainement plus diplomatique, beaucoup plus traditionnel. Ah non, si, il y a juste un truc sur lequel je voulais revenir sur Bajolet, parce qu'il y a un dossier qui peut-être éclate sous Bajolet, mais qui est, je pense, très structurel, qui est la rivalité avec le COS, avec le commandement des opérations spéciales, très incarné par le général Gomard, à l'époque, donc désormais député européen, mais à l'époque commandant du COS. Expliquez-nous, c'est quoi le problème ? Oui, c'est une bonne question. Qu'est-ce que c'est le problème ? Pour moi, il ne devrait pas y avoir de problème. C'est évident que pour le général Gomard, il y a un problème. C'est un problème où c'est une problématique plutôt, disons, qui est récurrente. On la retrouve, elle refait surface dans plusieurs moments dans l'histoire du renseignement extérieur français, entre les opérations spéciales et les opérations clandestines, en gros. À savoir que dans le haut du spectre de l'action clandestine ou des opérations clandestines,
les pratiques qui sont utilisées, les capacités, sont des capacités qui sont en partie similaires à celles des opérations spéciales, au niveau de la prise de danger, au niveau d'être dans des zones de conflit, des zones où on ne devrait pas être, donc la prise de danger personnelle même, hein, au niveau des pratiques, l'utilisation... Je vais préciser, la distinction extrêmement théorique, c'est les opérations spéciales sont en uniforme, les opérations clandestines ne le sont pas. Ensuite, quand on regarde concrètement, les opérations spéciales, ils n'ont pas toujours un uniforme très distinct. Il y a d'autres... voilà. Mais c'est la distinction théorique entre donc, le service action de la DGSE et les forces spéciales. Oui, mais la vraie distinction qui est théorique et très pratique, pour le coup, c'est la clandestinité. Et qu'est-ce que ça veut dire, la clandestinité ? Donc, il y a toute une logistique qui existe pour faire des opérations clandestines ou pour travailler dans la clandestinité, au niveau de l'utilisation de légendes ou parfois dans d'autres situations de travailler sous identité réelle, mais complètement dissociée du service. Donc ça, c'est quand même tout un travail, c'est une logistique énorme en fait. On a du mal à s'imaginer, mais ça veut dire qu'il faut créer des fausses sociétés, qu'il faut ne jamais être vu à tel ou tel endroit, qu'il faut que ça ne puisse pas remonter à l'agence de renseignement, voire même parfois à la France. Donc c'est quand même si quand ça foire, ça remonte souvent. Et est-ce que c'est vraiment clandestin ? Est-ce qu'on peut vraiment dire que ça n'a rien à voir avec la France ? C'est compliqué. Mais il y a quand même toute une logistique qui existe là et qui est spécifique à la DGSE. La DGSE considère que c'est dans son ADN. Elle a un rapport au secret et au contrôle de l'information qui est beaucoup plus strict. Et aussi, elle aime à penser, et en partie c'est vrai, elle a une empreinte qui est beaucoup plus légère. Une opération du COS, c'est visible. Une opération clandestine de la DGSE, normalement, ça ne devrait pas être visible, sauf peut-être quand ils travaillent ensemble, comme c'est parfois le cas. Oui, mais alors pour autant, il y a un problème. Là-dessus, il faut rajouter un autre dossier, c'est l'opération Denis Alex. Où là, mais alors c'est intéressant parce que là, on a vraiment on a vraiment un cas où la DGSE n'est pas particulièrement subtil puisque ça implique beaucoup des moyens de la Marine nationale. Donc Denis Alex qui est prisonnier d'Al-Shabaab, des Somaliens. Le service action qui veut y aller, parce que c'est un type à eux, alors que le COS dit on pourrait y aller quand même, etc. Mais ils veulent y aller et ça foire. Ouais. Denis Alex meurt dans l'affaire, avec une opération qui avait quand même été assez époustouflante, qui a été racontée à ce micro. Ils ont réussi à faire disparaître le Mistral pendant un certain temps pour qu'il puisse se positionner à proximité, pour qu'il puisse permettre... ça a été un truc très épatant. Mais là, on a l'exemple, ce n'est pas un secret qu'un certain nombre de gens dans les forces armées ont dit, certes, ils sont chatouilleux de leurs prérogatives et ils pensent être aussi bons que nous, mais c'était pas fou, le résultat est pas incroyable par rapport à d'autres choses, quoi. Une fois de plus, c'est facile de critiquer quand il y a des grands échecs comme ça et d'utiliser l'échec pour dire ils devraient pas le faire. Non, c'est pas parce qu'ils ont qu'il y a une opération qui n'a pas fonctionné comme ça, où le résultat n'est pas arrivé et où ça devient évidemment très public à cause du désastre en gros. C'est pas parce que ça s'est passé une fois que toutes les autres opérations clandestines qu'on voit pas ne servent à rien et que le COS devrait faire tout ça. En fait, la finalité aussi du COS, et comme j'expliquais tout à l'heure, il y a l'outil militaire qui est, même si on est dans le commandement des opérations spéciales, il y a quand même une partie plus grande de visibilité. Il y a l'outil diplomatique aussi, et au milieu de ça, il y a un outil de renseignement, avec des opérations qui sont clandestines, et donc qui se positionnent autrement dans son rapport même au pouvoir politique. Et même si on parle au niveau du droit international, même par exemple, il y a un droit international sur les opérations militaires, c'est dans un cadre légal clair, même s'il est peu respecté, dans certains cas en tout cas. Et il n'y a pas vraiment de cadre légal pour les opérations de renseignement. Il y a un cadre légal national, il faut que je fasse attention à ce que je dis ici, mais il n'y a pas un droit international qui va limiter des actions clandestines de services de renseignement, etc. Donc, c'est quand même un outil qui est différent. Et dans le rapport au pouvoir politique, c'est un outil qui est aussi différent parce qu'il y a ce concept un peu de déni plausible ou dénégation plausible qui fait partie aussi, qu'on peut lier de manière pratique à la clandestinité, qui n'est pas exactement la même chose que le commandement des opérations spéciales. Et puis de manière plus générale, pour moi, le meilleur argument contre le fait qu'il faudrait que tout revienne au COS, c'est pourquoi est-ce que les décideurs politiques français vont perdre un outil ? Ils ont une gamme d'outils qui est disponible entre eux. S'ils fusionnent deux de ces outils, ils n'ont plus qu'un seul outil et ils perdent en nuance.
Donc pourquoi se priver d'une capacité si elle pourrait être là, on pourrait en avoir besoin à un moment. Il peut y avoir un débat sur on aurait dû utiliser le COS pour telle opération et pas le service action pour telle opération ou telle autre opération, mais ça ne veut pas dire que l'outil doit disparaître. On demandera peut-être un jour au général Gomard pourquoi. Mais bon, après, là-dessus, il y a aussi des histoires de personnes, toujours, spécialement de gens qui sont dans l'orbite du pouvoir. Et bon, bref, il y aurait encore toute une partie du dossier à déplier. Peut-être qu'on le fera un jour. Je pense que le débat est déjà tranché, en fait. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'il est fini, mais il a été tranché pour l'instant. Ouais. Mais justement, ça nous amène, peut-être on reparlera dans une minute, on n'a pas fini la liste, mais on n'est pas loin, de cette culture très particulière. Donc vous parlez beaucoup, française, du renseignement, et avec cette culture de l'action. Il y a une culture de l'action clandestine, avec l'idée que c'est ça le summum. Que c'est dans l'identité du service, que c'est ça qu'il faut faire, au détriment de l'analyse. Voilà. Il y a d'autres services étrangers qui, quand ils regardent ça, disons, les analystes sont plutôt au sommet du truc. Alors après, on en a déjà parlé, en ce moment c'est compliqué aux États-Unis parce qu'il y a aussi cette distinction au sein de la CIA, mais disons qu'il y a selon vous en tout cas, il y a une place de l'analyse dans la DGSE, de l'analyste même, qui est quand même très différente de ce qu'on trouve ailleurs. Oui, pas partout, mais c'est vrai que alors ça dépend aussi de la définition qu'on donne à l'analyse. On pourra revenir là-dessus peut-être. Mais oui, c'est un service qui se veut principalement opérationnel, avec cet héritage dont on a déjà parlé, donc je ne vais pas refaire toute l'histoire comme on l'a déjà faite. Très opérationnel de l'idée de ce qu'est le renseignement et de ce qui les distingue au final. Donc du point de vue de la DGSE, ce qui les distingue, c'est pas qu'ils arrivent à écrire des belles notes de synthèse sur les affaires internationales, ils le disent eux-mêmes, des notes de type synthèse de Sciences Po, etc. Alors que c'est beaucoup ce qu'ils font, et c'est ça le paradoxe, c'est que ça reste une bonne partie du boulot, les notes de la DGSE. C'est pas des notes de 15 pages, c'est plutôt des notes de 2 pages. Et du coup, ce sont des notes qui vont être beaucoup plus, en tout cas de celles que j'ai pu voir, et c'est pas beaucoup, puisque il y en a pas beaucoup qui sont publiques, mais c'est des notes courtes qui sont plutôt dans quasiment, j'ai envie de dire, le renseignement brut, donc pas dans les faits, parce que le renseignement, c'est pas que du factuel, c'est pour essayer de réduire l'incertitude, donc c'est pas du fait, mais qui sont plutôt dans la description de ce qui se passe, dans les détails, des nuances, qui viennent apporter un regard différent, avec parfois évidemment un peu d'analyse, où on essaie de se projeter ou penser aux implications de ce qui est couvert dans la note. Mais on n'a pas des grands National Intelligence Estimates ou des grandes questions ou des grands rapports tous les 6 mois à la manière américaine sur les capacités iraniennes dans les 6 mois, quelle est notre anticipation du programme de développement d'armes de destruction massive dans tel ou tel pays, etc. C'est pas comme ça, c'est plus pointu, disons. Parce que eux considèrent à la DGSE que si on va faire des notes d'analyse sur des grands problèmes internationaux, etc., c'est pas eux qui vont mieux les écrire. En fait, c'est le Quai d'Orsay qui va faire ça. Voire même, on m'a dit un jour, c'est plutôt les think tanks qui vont faire ça. Ça fera plaisir peut-être à Elie Tenenbaum, justement. Mais donc ça, c'est plutôt le rôle des think tanks. C'est pas leur rôle à eux. Eux, ce qui les distingue, c'est le fait qu'ils ont un outil de clandestinité, d'opération clandestine, la manière dont ils définissent l'opération clandestine. C'est pas que le haut du spectre, c'est aussi du recueil de renseignements humains à travers des opérations de renseignements humains, aussi du renseignement technique, des outils qui sont spéciaux, auxquels les diplomates n'ont pas nécessairement accès. Alors, ils ont aussi des sources humaines, mais bon, ils les appellent pas comme ça dans le monde de la diplomatie, que d'autres n'ont pas. Et ça, c'est un regard différent des diplomates, c'est un regard différent des autres ministères, des autres conseillers. Et ils savent que c'est ça qui les rend, pour eux, c'est ça qui les rend uniques. Donc, ils se disent que les opérations sont plus importantes que des longues analyses. Pour être juste avec eux aussi, c'est aussi sans doute le cas que les preneurs de décision n'ont pas envie de lire et n'ont pas le temps de lire des grandes notes de synthèse de 15 pages sur l'état du monde ou l'état de tel programme, de tel pays. Au haut de l'état, ils préfèrent avoir aussi des notes courtes sur des éléments qui vont changer un peu leur vision des affaires internationales. Donc on peut aussi penser, même si très peu de présidents ont pris une parole, voire pas de présidents prennent la parole là-dessus, sur quel type de consommateur de renseignements est-ce qu'ils
Est-ce qu'ils préfèrent des notes courtes, des notes longues? Est-ce qu'ils ont vraiment le temps de lire des synthèses de 15 pages? Sans doute pas. Donc, c'est une relation entre le monde politique et les services de renseignement. Donc, il y a peut-être aussi une part de responsabilité, au-delà de la DGSE, du côté politique, au niveau des préférences dans la consommation d'informations. Non, mais l'enjeu n'était pas de dire que c'était une bonne ou une mauvaise chose, mais le fait est que c'est différent, et c'est notamment différent par rapport à la CIA. Alors, une autre différence sur laquelle on peut entrer aussi, c'est la relation à la publicité, à la divulgation, et parce que ce sont des rapports que la CIA fait à la direction du pouvoir politique, qui, aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce soit l'usage le plus rentable de leur temps, mais ils continuent de le faire quand même. Mais c'est aussi à la direction du public. Et ils publient des choses, ils déclassifient des choses. Alors, on sait que la guerre en Ukraine a mis un nouveau coup d'accélérateur à tout ça, parce que c'est ce qu'ils avaient fait. Enfin, il y a tout ce dossier dont on a parlé 20 fois à ce micro, mais sur la coopération de renseignement et la manière qu'ils ont eu de déclassifier certaines choses pour convaincre les partenaires. Mais en tout cas, il y a un rapport à garder les choses très secrètes, ne pas en parler, notamment pas au grand public, qui est particulier et qui est aussi, à certains égards, vous remarquez, un truc de faiblesse, parce que du coup, ça fait qu'on voit jamais les trucs qu'ils font bien. Enfin, on voit jamais ce qu'ils font. Et quand ils font quelque chose, c'est quelque chose qui a merdé en général. Et c'est aussi une manière pour la CIA, mais comme pour d'autres, d'avoir une image qui ne soit pas seulement déterminée par les échecs. Oui, alors la comparaison avec la CIA elle est un peu utile, faussée, mais elle est un peu faussée. Voilà, exactement. Ils n'ont pas les mêmes moyens. Donc, une des raisons pour lesquelles la DGSE, qui est un service intégré, donc ils font théoriquement tout, mais ils ne le font pas de la même manière, évidemment, que les Américains, ils se permettent quand même moins de choses. Au niveau fonctionnel, ils ont à la DGSE donc, le même type de spécialité et aussi une ambition de couvrir l'entièreté du monde qui est une ambition politique, mais ils sont beaucoup plus limités dans leurs moyens. Donc ça veut aussi dire qu'ils ne peuvent pas se permettre de payer 400, 500 personnes pour être des analystes qui sont super pointus sur absolument tous les pays du monde. Ils doivent faire beaucoup plus de choix que les Américains. Ils n'ont pas le même budget que la CIA. Et donc ils se disent, qu'est-ce que c'est le cœur de notre métier? Qu'est-ce qui est en trop et qu'est-ce qui est le cœur de notre métier? Et donc l'analyse stratégique qui va au-delà de 6 mois, etc., c'est pas pour eux, en tout cas, dans leur interprétation pour l'instant, leur cœur de métier. Et peut-être même que quand ils ont essayé d'en faire, ça fonctionnait pas parce que dans l'appareil d'État français, ça vient d'ailleurs d'habitude, ce genre d'analyse-là. Donc c'est inhabituel d'essayer de le faire comme ça. Donc après, ça explique aussi le problème de communication. C'est beaucoup plus facile de communiquer et de rendre public des rapports de renseignements stratégiques de type chaque année on va faire une update sur l'état du monde et de la menace posée par l'Iran à un niveau très général, renseignements stratégiques. Ces notes d'ailleurs de nos jours ne sont plus faites par la CIA, mais elles sont passées à l'ODNI, donc au Bureau de coordination centrale du renseignement américain, qui, alors ça c'est assez différent du coup de son équivalent français, la CNRLT. Dans l'ODNI, il y a des milliers de personnes qui travaillent et à la CNRLT, il y a des dizaines de personnes qui travaillent. Donc, ce n'est pas du même acabit, c'est même chose, pas les mêmes capacités. Bref. Mais donc, c'est plus facile de rendre public et de communiquer publiquement sur du renseignement stratégique qui est un peu plus atmosphérique, disons, dans le niveau d'analyse, disons, qui est plus haut, plus éloigné du terrain. Or, oui, la DGSE se définit par rapport au terrain, par choix, mais je pense aussi, pas seulement par choix, aussi parce que leurs ressources au final sont limitées, donc ils doivent mettre des limites. Oui. On était à Bernard Rémier, qui était donc le directeur jusqu'en 2023, parce que ça nous permet d'aborder un autre sujet, qui a fait une énorme réforme. Une réforme comme on n'en avait pas vu depuis 30 ans. Je vous le pose de manière très ouverte. Quel était le problème et quelle est sa solution? Quel était le problème? Je pense que la montée en puissance de la menace terroriste a fait changer beaucoup de choses. Elle a souligné l'importance de mieux intégrer différents types de capacités. C'est intéressant, la DGSE dit que c'est un service intégré.
ils ont plusieurs directorats, etc. Mais au final, on retrouve des problèmes de coordination entre les différentes directions de la DGSE et avec un directeur du renseignement. Je vais rappeler donc avant 2022, les différentes directions. Donc il y a des organes centraux, transversaux, la sécurité, l'inspection, etc. Mais sinon, direction du renseignement, direction technique, direction des opérations, donc notamment le service action, direction de la stratégie et direction de l'administration qui savait plus du soutien. Donc voilà, c'est en 1, 2, 3, 4, 5 directions traditionnellement, ce qui fait aussi fonctionnellement toujours des silos. Une direction différente, c'est aussi une verticale et donc c'est une limite à la transversalité. Pour faire simple, la direction du renseignement et la direction des opérations fusionnent en une nouvelle direction qui s'appelle la direction, il faut que je fasse attention ici, de la recherche et des opérations. Et donc on dit que la DR, la direction du renseignement, disparaît un peu au sein de la direction des opérations. Elle ne disparaît pas puisque elle fusionne en fait avec la direction de la recherche et des opérations. Traditionnellement, elle avait énormément de pouvoir, cette direction du Exactement, renseignement. c'était quasiment parfois un niveau de compétition entre le directeur général et plutôt le directeur du renseignement qui était très puissant. Et ça rééquilibre peut-être cette réforme aussi des tensions qu'il pouvait y avoir entre les différentes directions, et pas seulement ces deux-là. La direction technique maintenant s'appelle direction technique et de l'innovation, il me semble. Donc elle n'est pas fondamentalement changée. La direction de l'administration reste. L'autre grand aspect de cette réforme, c'est la mise en place d'un certain nombre, sans doute une petite dizaine de centres de mission qui, une fois de plus, vont être des centres qui vont fusionner ou différentes capacités des différentes directions sur des thèmes bien précis. Alors la DGSE, officiellement, ne communique pas publiquement sur le nombre et les noms des différents centres de mission, mais on peut imaginer, et c'est souvent le cas avec le renseignement, c'est très compliqué d'organiser des activités de renseignement sans retomber, c'est la même chose sans doute pour les militaires, sans retomber dans des distinctions fonctionnelles sur des types de menaces et des distinctions un peu géographiques sur des secteurs géographiques. Donc on peut imaginer qu'il y a des centres de mission sur certaines zones géographiques, on peut imaginer évidemment qu'il y a des centres de mission qui sont plutôt spécialisés sur certains types de menaces, que ce soit terrorisme, etc. etc. Et donc ce qui se passe dans les centres de mission, c'est qu'ils permettent d'orienter différents capteurs de la DGSE et ils sont positionnés beaucoup plus proches, du coup, les chefs de centre de mission, du directeur général. Donc ça permet de mieux utiliser en fait les ressources qui existaient déjà au sein de la DGSE, mais les utiliser de manière plus transversale et d'éviter donc d'essayer de casser certains des silos qui pouvaient exister dans l'agence avant. Bon, Bernard Rémier va tomber à la faveur de l'Ukraine, dont chacun sait que le niveau de renseignement... Soit dit en passant, c'est très intéressant parce que c'est un truc qu'on trouve déjà 10 ans avant, au moment des attentats de Paris. De la question, c'est est-ce que parce qu'on n'a pas vu quelque chose, ça veut dire qu'on a merdé Et la réponse de Bernard Bajolet à l'époque est pas plutôt non. Enfin, au fait, il y a aussi des choses qu'on ne peut pas savoir. De limiter... Et c'est intéressant parce que ça pose la question aussi de l'image au public. Et le public, quand il se passe quelque chose, a tendance à penser que les services de renseignement, dans ce truc mystérieux, mais donc on peut donc fantasmer comme tout puissant, auraient dû le savoir, auraient dû l'anticiper. Et c'est le fameux « il n'y a pas de faille » d'il y a 10 ans, mais... en tout cas, c'est l'idée que, 2015, en fait, on n'avait pas les infos. On les avait pas, on aurait pu en avoir plus, on aurait peut-être pu un peu mieux les exploiter. Mais bon... Et là, avec Bernard Rémier, il y a un truc un peu... la France n'est pas la seule à ne pas avoir vu que Vladimir Poutine allait vraiment le faire, avec toute l'évidence qu'on peut considérer que ça avait aujourd'hui, rétrospectivement. On n'est pas les seuls à ne pas l'avoir vu. De la même manière, l'autre coup de boutoir, ça va être les coups d'État en Afrique. C'est plutôt ça, je pense, les coups d'État en Afrique qui expliquent son départ. En tout cas, c'est ce qui est dit dans la presse, plus que l'Ukraine. Peut-être que c'est une combinaison des deux. Sur l'Ukraine, il y a aussi, c'est pas seulement la DGSE, c'est aussi... c'est la DRM. C'est énormément la DRM. Donc, c'est un peu plus complexe que ça. Et même en 2015... La DRM, je vais juste faire une toute petite incise. Il a été dit, remarqué, que c'est parce que la DRM avait une culture d'institution un peu particulière, avec beaucoup d'officiers dont certains n'étaient pas les plus russophobes des armées, et que ça peut avoir influencé très légèrement
la qualité de l'analyse et que, en tout cas, ce qui est factuel, c'est qu'il y a eu une lourde réorganisation de la DRM après, plus que simplement un changement de tête, après l'Ukraine, voilà. Pour revenir, si vous me permettez de revenir en arrière juste à 2015, puisque vous en parliez un petit peu, je ne vais pas passer trop de temps, mais publiquement, le directeur général de la sécurité extérieure a quand même pris des responsabilités dans des auditions parlementaires où il dit et il accepte une part de responsabilité pour l'échec sur 2015. Donc, s'il y a une attaque terroriste, en gros, il dit, de mémoire, s'il y a une attaque terroriste, ça veut dire qu'on a mal fait le boulot. Donc, il prend quand même une part de responsabilité, il faut le reconnaître. Et on sait que la DGSE avait déjà identifié certains des individus qui étaient impliqués dans les attaques de Verviers. C'est aussi des problèmes de communication entre les différents services et avec les partenaires, que ce soit en Belgique, en Grèce, ailleurs, qui essayaient de garder un œil sur toutes ces personnes qui étaient pour certaines d'entre elles connues et pour d'autres pas vraiment aussi connues des services. Donc, évidemment, quand il y a une attaque sur le territoire national, c'est par défaut un échec des services de renseignement. Mais un échec, il faut être un petit peu nuancé aussi sur la responsabilité. Et la DGSE comme je l'ai dit au début, elle ne fait pas d'opération sur le territoire français. Donc, ce n'est pas le rôle direct. Et c'est l'un des problèmes du terrorisme, évidemment, que les frontières disparaissent un peu et que donc ça doit générer une meilleure collaboration, une meilleure coordination entre renseignements intérieurs, extérieurs et entre renseignements de différents pays qui nous entourent. C'est un peu l'Arlésienne d'une manière générale. C'est toujours les services de renseignement devraient plus se parler. Oui, d'accord. Pourquoi ne le font-ils pas? Enfin, je veux dire, c'est à chaque nouvelle. Culturellement, ils ont du mal à le faire puisque quand on souligne tellement le secret et la clandestinité, ça veut dire qu'on n'a pas envie de parler aux gens. Donc, c'est un peu antithétique et c'est un paradoxe structurel dans l'histoire du renseignement français, de la DGSE, mais dans l'histoire de tous les services, en fait. Les plus gros problèmes des services de renseignement, c'est des problèmes de communication, en fait. Que ce soit de communication au sein de leur organisation, entre différents services de renseignement, et aussi avec le public français. Pour revenir sur les différents échecs de 2022, et puis sur l'anticipation aussi manquée apparemment d'une série de coups d'État en Afrique de l'Ouest principalement, sur 2022, je trouve que c'est très dur de dire qu'ils ont fait... oui, on peut dire encore c'est un échec dans l'analyse, mais l'analyse c'est pas une mauvaise analyse de se dire que c'est complètement fou le pari que Vladimir Poutine a fait. C'est fou au niveau des intentions et personne ne le sait. Et on ne peut pas attendre d'un service de renseignement qu'il ait comme source Vladimir Poutine, qu'il, en gros, prend la décision. Il peut y avoir des personnes autour de lui, évidemment, qui sont au courant de la décision. C'est ce qu'avait manifestement la CIA et qu'ils ont plus ou moins déclassifié juste avant pour essayer de convaincre les autres partenaires. Mais oui. tout le monde n'est pas la CIA par définition. Oui, mais ils ne sont pas non plus dans le cerveau de Vladimir Poutine. Donc Vladimir Poutine aurait très bien pu dire au dernier moment, bon, ok, sans doute que ça s'est ébruité, je vais quand même pas le faire parce que X, Y, Z. C'est pas fou. C'est un problème on parle de mirror imaging, on utilise notre rationalité. On projette notre rationalité sur l'ennemi et on se dit ils vont penser c'est complètement fou de faire ce pari puisque ils vont perdre, ils ont tellement à perdre s'ils font ça. Ils le font quand même parce qu'ils pensent d'une autre manière et que pour eux perdre des centaines de milliers de vies et perdre leur statut diplomatique pour un pays qui déjà avait déjà un positionnement international très critiqué et très problématique à travers le monde. Peut-être qu'ils avaient moins à perdre. Donc pour moi, oui, c'est peut-être, on peut dire, en partie évidemment un échec de l'analyse, mais c'est pas un échec complètement fou. En fait, on comprend bien pourquoi est-ce qu'ils arrivent à ça. Donc, ouais, je suis moins dur que vous ou que d'autres. Non, moi je suis pas dur. Non, mais sur cette non, performance. moi je pense que le travers essentiel là-dedans est le fait que puisque c'est secret, on projette qu'ils devraient savoir tout faire, alors qu'en fait, par définition, il y a quand même des limites assez fortes aux moyens, mais on en reviendra peut-être dans... Évidemment, et le renseignement est seulement un seul des outils qui est disponible aux preneurs de décision. C'est un outil qui, comme tout outil, a des utilités, des forces, mais aussi des limitations qui sont parfois très claires. Et alors pour l'Afrique, c'est encore plus intéressant, parce que c'est le précaré traditionnel, et c'est aussi, on a parlé avec des journalistes d'intelligence online ici, mais c'est aussi
levier de puissance, parce que c'est ça aussi beaucoup que la France échangeait avec ses partenaires, avec notamment la CIA, puisque et là, c'est presque un truc d'image on considère qu'on devrait être bon là, et on n'a pas été suffisamment pour anticiper cette série de coups d'État au Sahel, et donc c'est un problème, et c'est une faute parce que c'est le savoir-faire traditionnel français, alors même qu'à certains égards, on essayait de s'en extraire de cette focalisation un peu trop forte sur l'Afrique en particulier, quoi. Mais c'est quasiment impossible de s'en extraire, parce qu'au final, c'est un continent voisin, c'est une région voisine de la France, qui pose donc des menaces plus directes à la France, ou qui peut poser d'où peuvent venir des menaces plus directes à la France que si on est les États-Unis. Donc c'est normal que la DGSE soit historiquement, et le SDEC avant ça, concentré sur l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, moins historiquement sur l'Europe de l'Est, puisqu'il y avait un peu une division des tâches avec d'autres services, historiquement aussi avec l'Allemagne dans les dernières décennies sur l'Europe de l'Est, par exemple. Mais donc c'est normal que la France se concentre et que la DGSE se concentre sur son voisinage. Et en effet, c'est un problème. C'est un problème aussi dans la perception, puisqu'on en attend beaucoup de la DGSE, des services français sur l'Afrique. Quand il y a une faillite ou un échec sur l'Afrique, c'est plus important que quand il y a un échec ailleurs. Donc en effet, je pense que c'est ça qui explique aussi, c'est la goutte en trop en fait qui a fait déborder le vase et qui explique, selon la couverture médiatique, une fois de plus, il faut faire attention, mais ça semble plus probable que ce soit ça plus que l'Ukraine pour moi, parce que est-ce que c'est vraiment le rôle de la DGSE en 2022 d'anticiper ça? C'est un rôle partagé sans doute avec la DRM. Remplacé par Nicolas Lerner, qui a un profil intéressant, donc ancien DGSI, c'est le premier, ce qui marque bien une certaine collaboration, en tout cas espérée, entre la DGSE et la DGSI. Préfet, camarade de promo d'Emmanuel Macron, donc ça donne aussi une certaine pénétration, disons, de l'appareil de pouvoir. Voilà. Comment est-ce que vous caractériseriez la dynamique actuelle de la DGSE depuis, peut-être depuis Bernard Amiet ou peut-être depuis Nicolas Lerner, avec l'idée que Bernard Amiet donc, a fait cette grande réforme, dont on a déjà touché un mot. Ils vont avoir un nouveau siège. C'est important pour eux, mais ça va pas arriver tout de suite, mais ça va finir par arriver. Comment dire? Est-ce que vous diriez que la DGSE a particulièrement le vent en poupe au sein de l'appareil d'État français en ce moment? Elle a le vent en poupe de manière générale ces dernières 10-15 années. C'est visible à travers son budget, par exemple, qui a augmenté d'année en année jusqu'à atteindre le milliard pour la première fois il y a quelques années. Donc de ce point de vue-là, c'est très clair qu'il y a un changement, un changement de dimension même au niveau des ressources qui leur sont fournies. Je pense aussi que le président Macron est un consommateur de renseignements qui s'intéresse aux renseignements peut-être plus directement que d'autres présidents avant. Est-ce que c'est purement le fait du président? Sans doute pas. C'est aussi le contexte qui veut ça. Le monde qui devient de plus en plus complexe, l'environnement des menaces qui est, j'aime pas le terme, mais plus hybride, des zones grises, etc. Donc l'outil renseignement est... Non, mais c'est pas un secret qu'il y a des tempéraments, et que le tempérament... Enfin, c'est notamment Antoine Zambard et Pierre Gastineau qui ont fait un bouquin sur... mais il y a un tempérament, et ça semble assez bien, de loin, collé au tempérament d'Emmanuel Macron, de vouloir savoir les choses, de pouvoir décider en connaissance de cause. Disons que c'est plus macronien que chiracien, quoi, comme manière de procéder d'une manière générale, quoi. Mais donc oui, et évidemment ce déménagement qui devait venir initialement, il me semble 2028, puis ça a été 2029, et je pense que maintenant on est à 2031 ou 32. Donc sans doute que dans quelques années, ce sera 2033, 34, 35. C'est un déménagement si complexe. Ballard est l'indice de quoi que ce soit à venir, complexe, ça prendra du retard, mais comme tout. Et comme on sait que les relations entre directeur général et président sont toujours historiquement très importantes, ou pas importantes parce qu'elles ne fonctionnent pas, mais c'est important qu'elles fonctionnent bien. C'est maintenant une certaine continuité dans les 20 dernières années sur le fait qu'elles ont mieux fonctionné et qu'il y avait des rapports plus proches entre directeur général et président. On peut anticiper évidemment qu'avec la prochaine présidentielle, on aura sans doute dans les mois qui vont suivre un nouveau directeur général, puisque ce sera un nouveau président et donc des nouvelles préférences. Et peut-être que il y aura un rapport au renseignement qui sera différent. Ça reste une inconnue évidemment. On peut se projeter, faire des scénarios, etc. Des scénarios très intéressants ou moins intéressants.
pour moi, il y a quand même des acquis et des choses qui ne vont pas changer. Le fait qu'il y a une idée de la France, on peut s'attendre à ce que n'importe quel futur président ou présidente garde une idée d'une certaine grandeur de la France, qu'on soit gaulliste ou non. En France, on a une certaine idée de la France et de son poids dans le monde. On voit mal un président se défaire de ça, du rôle de la France ou du rôle qu'on perçoit de la France ou qu'on aimerait que la France joue dans le monde, et avec des ressources qui sont limitées. La vérité, c'est que le pouvoir politique continue à avoir une idée de la France qui est une grande puissance, une grande idée de la France, mais les ressources sont limitées. Les ressources sont celles d'une puissance moyenne. Et donc, le service a des ressources qui sont très importantes, 1 milliard, mais des ressources qui sont vis-à-vis d'autres grands services mondiaux, si on voit la CIA, le Mossad, les services chinois, etc., qui sont beaucoup plus limités que les autres grandes puissances mondiales, ou que les grandes puissances. Donc ça, la DGSE ne va jamais sortir de cette espèce de tension entre les demandes du politique et le fait qu'elle a des ressources limitées. Ça permet de penser et d'anticiper que les défis seront assez similaires en fait pour la DGSE, qu'elle ne va pas réussir elle n'aura jamais les capacités de se concentrer sur l'entièreté du monde. Elle doit limiter géographiquement, fonctionnellement ses points forts. Et elle ne peut pas se permettre, ou elle va sans doute toujours pas se permettre de faire plus de l'analyse stratégique. Donc pour moi, c'est des inerties qui vont rester. Ce n'est pas des inerties qui sont nécessairement négatives. C'est des inerties qui sont en fait devenues une partie de l'identité de la DGSE, et donc ce sera beaucoup plus difficile si on veut les réformer et les changer. Donc je ne vois pas ça changer particulièrement. Et enfin, peut-être pour terminer, pour élargir un peu sur la culture. Alors, culture est toujours un mot ambigu à dessein, mais c'est intéressant. On va parler du Bureau des légendes, je pense, dans une minute, mais il y a en tout cas ce lieu commun avec lequel vous débattez un peu dans le livre, qui est un truc que j'ai entendu 100 fois, qui est la culture du renseignement, sans savoir très bien ce que ça veut dire, mais l'idée qu'il n'y aurait pas de culture du renseignement en France. Donc par rapport à qui, par rapport à quoi, on imagine comparé à un modèle plus ou moins imaginaire anglo-saxon, mais en tout cas c'est un lieu commun qu'on voit quand même revenir extrêmement régulièrement. Comment dire, à votre avis, d'où ça vient et qu'est-ce que ça vaut ? D'où ça vient, c'est une bonne question. Peut-être que ça vient du milieu des années 90, en fait. Alors, ça me fait mal de remettre ça sur son dos aussi, à titre posthume en plus, l'amiral Lacoste, qui a créé un séminaire sur la culture française du renseignement au milieu des années 90, après qu'il soit remercié... en gros, qui passe à la retraite, il lance un séminaire de recherche sur le renseignement dans les années 90 et se pose la question de qu'est-ce que c'est la culture française du renseignement. Peut-être que c'est ça qui a lancé, mais on sans doute que la question se posait déjà à l'époque, sinon il n'aurait pas travaillé sur la culture française du renseignement à l'époque. Peut-être au regard des anglophones. L'idée, c'est qu'on est moins à l'aise avec ça, que ça énerve moins la décision publique, ça énerve moins tout que les anglo-américains. Oui, donc dans l'usage au niveau politique qui est fait du terme culture du renseignement, c'est ça qui projette en tout cas. Mais en fait, quelle culture de renseignement ont ces autres pays ? Si on regarde, si on pense que les Britanniques ont une culture de renseignement à cause de James Bond, est-ce que c'est vraiment une culture de renseignement ? Est-ce que c'est une bonne culture de renseignement, James Bond ? C'est très divertissant, mais est-ce que c'est du bon renseignement ? Non, c'est même pas du renseignement en fait. Donc c'est quoi la culture du renseignement ? Et puis ils ont une histoire qui leur est propre en Grande-Bretagne. Et un appareil de renseignement extérieur aussi qui est beaucoup plus ancré au sein de leur ministère des Affaires étrangères ou du Foreign Office. Donc c'est différent en fait. On n'a pas besoin de se mesurer à ça. La vérité, c'est qu'il y a toujours eu une culture du renseignement en France. Si on définit la culture comme, alors un peu académiquement certes, comme un ensemble de pratiques, que c'est les pratiques qui créent la culture, il y a toujours eu des pratiques de renseignement en France. Donc, il y a toujours eu des cultures et des sous-cultures du renseignement. Organisationnellement, si on prend une organisation comme la DGSE, il y a plein de métiers différents au sein de la DGSE. Il y a des gens qui sont des techies dans la direction technique et de l'innovation, qui ont des cultures et des sous-cultures qui sont tout à fait différentes que des profils plus opérationnels et qui vont avoir des types de personnalités différentes, etc. Comme dans toute organisation, en fait, c'est basique. Et de ce point de vue-là,
le renseignement est tout à fait comme d'autres organisations de l'État ou comme ce qu'on retrouve dans la littérature sur la théorie des organisations, etc. Il y a des cultures, des sous-cultures. Il y a toujours eu une culture, et même dans la culture populaire, le fait que le renseignement pour mes parents, mes grands-parents était surtout synonyme avec barbouzerie, en fait, c'est déjà un trait culturel du renseignement. Donc, il y a toujours eu une culture. Et après, on peut débattre sur sa au niveau de son importance structurelle. Sa justesse, la justesse des perceptions publiques du renseignement. Et c'est là aussi un peu un des objectifs du livre. Moi, j'ai pas de prétention avec ce livre de révéler des secrets, mais j'essaye d'établir un socle de connaissances sur la DGSE et sur le renseignement, pour nourrir justement la compréhension du public, du grand public, sur la DGSE, sur le renseignement, plutôt que de juste utiliser le dernier scandale, la dernière anecdote de tel ou tel président ou telle personne qui fait fuiter une petite information et pour plein de raisons différentes d'ailleurs, pour des raisons sans doute qui leur sont propres, pour essayer d'établir un socle de connaissances et de meilleure compréhension du renseignement. Donc, de ce point de vue-là, et sans trop de prétention, cet ouvrage essaie de contribuer à une culture du renseignement aussi, mais il y en a plein d'autres qui l'ont fait. Même les livres de Devilliers, SAS, etc., participent à une certaine culture du renseignement, et puis de manière un peu plus comique, au service de la France, participent aussi à l'idée d'une certaine culture. Je dirais bien que ça a mal vieilli, SAS. En vérité, si on lit, ça n'a jamais été extrêmement lisible. Enfin, mais effectivement, c'est des centaines de milliers de ventes. C'est un truc absolument océanique, les SAS. Mais vous relevez d'ailleurs de manière très intéressante que aussi bien OSS 117 que les SAS sont des romans, enfin sont des trucs français, mais avec des espions étrangers, qui choisissent des personnages principaux qui sont étrangers. Étrangers, et aussi souvent des personnages avant le Bureau des légendes, de manière générale, où s'ils ne sont pas des étrangers, que ce sont des héros français, c'est un peu des héros ridicules. Et donc le renseignement est tourné souvent en ridicule. Et un point tournant vraiment du Bureau des légendes ici, avec le renseignement qui n'est plus ridicule, même si en fait, quand on regarde, il y a aussi du ridicule dans le Bureau des légendes. Hein. Je dis toujours que si le Bureau des légendes était vraiment sérieux, l'histoire s'arrêterait au milieu de l'épisode 1, parce que si Malotru fait tellement de bêtises que c'est pas plausible du tout. Par contre, c'est Voilà pour Cœur Noir aussi, la série, je le signale. Ah ouais. Voilà. Une bonne série aussi. Une excellente série, mais globalement, il commence à merder à peu près. Globalement, au milieu de l'épisode 2, ce qui m'en a été dit avec une certaine constance, c'est que tout le monde repartait à Paris, voilà, et qu'on passait une autre équipe. Quoi. The show must go on, de toute façon. Mais voilà, c'est très divertissant. La force du Bureau des légendes, c'est l'humanisation, en fait. Dans la culture française, la culture populaire, ou disons dans la perception, il faut faire attention aussi, mais dans la perception qu'on s'imagine du public français, du renseignement extérieur, historiquement, on pense aux barbouzeries et à des personnes peu recommandables, etc., etc. Donc, on les tourne un peu en ridicule, il y a des blagues, etc. Et là, d'un coup, on se rend compte que c'est des caractères qui sont humanisés, et donc c'est des personnes comme vous et moi qui ont des problèmes au boulot. Deux bras, deux jambes, qui mangent des frites à la cantoche, et voilà. Qui font des pauses cigarettes tout le temps au milieu de la journée, etc., etc. Voilà, des personnes normales, ça les humanise. Et je pense que ça, c'est la force du Bureau des légendes, vraiment, cette humanisation des agents de la DGSE. Mais avec un truc assez représentatif, qui est d'insister beaucoup sur l'action clandestine et pas du tout sur la production de notes. C'est très... Vous le notez, c'est le grand problème. On les voit jamais rien écrire. Mais c'est le grand problème avec le renseignement aussi, même pour les documentaires. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre quelqu'un derrière son ordinateur, ou bien aussi, c'est aussi un problème sur les documentaires sur le cyber, les attaques cyber, etc. On l'a bien fait sur les hackers avec les sweats à capuche. Oui, et ça aussi c'est n'importe quoi. Mais comme si tous les hackers avaient des sweats à capuche. Ouais. Et, on va pas mettre quelqu'un sur un ordinateur en train d'utiliser du traitement de texte pour refaire le texte, etc. Donc il y a une série américaine qui a fait un truc dans le genre, ça s'appelle Rubicon, et un collègue disait toujours, et d'ailleurs le Rubicon s'est arrêté après la saison 1 parce que
personne en avait rien à faire. C'était assez bon sur l'analyse, mais en fait, ça n'intéresse personne. Ou ça peut nous intéresser, nous, les geeks du renseignement, mais ça n'intéresse pas spécialement le grand public. Donc il y a des enjeux là aussi que je ressens parfois aussi, hein, et peut-être un bon mot pour le collimateur aussi. C'est un podcast qui nous permet de rentrer et de creuser un peu dans les détails ici, mais dans d'autres formats, avec d'autres médias, surtout puisque j'ai sorti le livre en anglais et en français, donc dans la couverture médiatique que j'essaie de générer en anglais. Ils ont beaucoup moins de patience dans d'autres médias et dans d'autres podcasts anglophones sur le niveau de détail. Et donc, on veut que je me concentre sur les opérations. Donc, si je parle de l'analyse que la DGSE a essayé de faire sur les armes de destruction massive, non, coupez parce que les gens vont arrêter de nous écouter. Donc, c'est un peu aussi le pendant quand on parle de renseignement, on a envie que ce soit... C'est la bénédiction et la malédiction, voilà. C'est du renseignement. C'est pour ça que ça intéresse les gens, parce qu'on a fait des films, etc. Pas que des films d'ailleurs. Enfin, il y avait des romans d'espionnage bien avant qu'il y en ait des films, mais il y a un truc intéressant. Et en même temps, du coup, si le côté très brut, il s'agit juste de traiter de l'information, de l'obtenir, puis de la traiter, de l'exploiter, et éventuellement, dans des cas rarissimes, de faire de l'entrave, c'est-à-dire d'empêcher que quelque chose ne se passe. Mais c'est quand même le matériau premier, c'est de l'information, c'est pas des flingues. Et d'ailleurs, ce serait c'est un assez bon résumé de la chose. L'outil premier de l'espion est le traitement de texte plus que le revolver, quoi. Quasiment, ouais. Même les bases de données de nos jours et de la base de données. Et aussi, donc... C'est encore pire que le traitement de texte, le tableur Excel, quoi. Exactement, c'est vrai. Hein. Et la recherche de renseignements requiert beaucoup de patience, en fait. Donc, on ne peut pas montrer ça vraiment... On ne peut pas le représenter fictionnellement le bureau d'une des manière légendes, qui fonctionne super bien. C'est montré assez bien au sens où c'est des réunions qui ont l'air un peu chiantes de l'extérieur, quoi. Ils ont tous l'air un peu déprimés, ils ont l'air de boire du mauvais café et d'être en manque de sommeil. Donc on se dit qu'il y a une patine de réalisme, mais ils parlent toujours quand même de trucs à peu près exceptionnels. Le côté... patient travailleur à la mine de l'information qui descend à la mine de l'information chaque jour, ce truc-là, par construction, c'est quand même un peu plus absent, quoi. Pauline Blisten, une collègue qui travaille à King's College sur le renseignement, sur les représentations, qui a beaucoup travaillé sur le bureau des légendes, dit le bureau des légendes, c'est un simulacre de transparence où on a l'impression à la fin de la série de bien connaître la DGSE, mais en fait, quand on se retourne et qu'on regarde qu'est-ce que j'ai appris sur la DGSE avec le bureau des légendes, pas grand-chose. Ou en fait, rien du tout. Est-ce que c'est vraiment le genre d'activité qu'ils font ? Est-ce qu'on a appris des choses de base sur la DGSE ? Oui, il y a quelqu'un qui portait une cravate bizarre, ils font des opérations un peu cool, etc. Mais en gros, on n'a pas appris grand-chose dessus, mais ça nous donne une certaine familiarité, une humanisation. Vous pensez qu'on n'apprend rien de particulier sur la DGSE dans le bureau des légendes ? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez appris, vous, sur la DGSE ? Je ne sais pas, parce que je ne sais pas ce qui est vrai sur la DGSE. Vous avez un point de référence plus stable que le mien. Mais moi, effectivement, c'est plus un feeling. C'est plus un feeling, ce qui n'est pas rien. Moi aussi, hein, donc vous m'ouvrez une porte pour dire que pour vraiment comprendre ce que fait la DGSE, il faut lire mon livre, du coup. Exactement. Mais je vous souhaite le même nombre de ventes que le nombre de spectateurs du Bureau des légendes. Mais c'est gentil, c'est gentil. Généralement, c'est pas... À mon avis, ce ne sera pas le cas. C'est pas comme ça que le monde de l'édition fonctionne. Mais non, de même pour moi, hein, ça m'a laissé des impressions. Qu'est-ce que j'en sais au final peut-être un peu plus qu'un citoyen lambda, puisque j'ai écrit ce livre, mais c'est juste des impressions. Et même mon livre, il faut le reconnaître, c'est des touches impressionnistes sur la DGSE où j'essaie d'établir un socle de connaissances, mais on n'a pas assez de matériaux que pour pouvoir faire un livre qui serait aussi profond, aussi bien documenté au niveau des archives, des témoignages, etc., que sur d'autres... au niveau des archives, certainement, il n'y a pas assez de matériel. Non, mais c'est pas ça. Je vous sous-vendais votre livre, ce n'est pas impressionniste. C'est-à-dire qu'on a une prise, une prise qu'on, je pense, j'ai peut-être raté des choses, mais qu'on trouve difficilement ailleurs sur ce que c'est, ce qu'ils font, comment c'est foutu et pourquoi ils font des réformes. Enfin, bon, ce qui n'est pas rien, parce que c'est pas des choses dont on parle souvent, en fait. Pas dans certains médias spécialisés, mais avoir une vision d'ensemble et un peu claire de d'où ça vient, comment ça marche ou pas, et où ça va à peu près, qui est tout aussi une question. On n'a pas parlé non plus des coopérations internationales de la France. Il y a plein d'autres choses dont on aurait pu parler aussi qui sont dans le livre.
voilà. Mais en tout cas, ça fournit une, je pense, très bonne image, en tout cas un très bon aperçu pour ceux qui veulent passer au-delà de l'acronyme, de ce qui fait un peu la spécificité, un peu le fonctionnement de ce service. Merci beaucoup, Damien Van Puel. Merci Alexandre Jublin. Donc DGSE, une brève histoire du renseignement français qui est paru il y a quelques semaines chez Nouveau Monde Édition. C'était donc Le Collimateur, un podcast produit par Alexandre Jublin, distribué par Binge Audio. Comme toujours, toutes les remarques et commentaires sont bienvenus par mail sur les réseaux sociaux, sur les outils d'Apple Podcast, de YouTube, où il faut bien reconnaître que c'est essentiellement sur YouTube que les commentaires se concentrent. Merci comme toujours à ceux qui commandent juste pour l'algo, c'est toujours plaisant. Sur Spotify aussi, il y a aussi beaucoup de commentaires sur Spotify, pour participer à une discussion qui est extrêmement intéressante toujours. Et puis évidemment par mail sur les réseaux sociaux. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.